Intègre la salle. Bonjour, bonjour tout le monde. Bien content que vous soyez là avec nous pour le cycle de conférences du Centraire. Des conférences, en fait, qui portent tant sur la recherche que la pratique et la formation en éducation relative à l'environnement. La conférence d'aujourd'hui, c'est pas moi qui va la donner, évidemment. On a la chance d'accueillir Patricia-Anne Blanchette avec nous, qui va partager, en fait, c'est ça, cette conférence qui s'intitule Engagement de la jeunesse autochtone féminine dans une perspective de justice sociale et environnementale à travers une démarche théâtrale. Un titre bien académique, là, comme on est habitué d'entendre. Isabelle. Puis peut-être pour vous la présenter un peu, en fait, je devrais dire que normalement, Isabelle Orellana aurait dû être ici avec nous tous et toutes là, pour présenter cette conférence-là. Malheureusement, elle est retenue pour des raisons familiales difficiles. Donc, j'ai décidé de prendre le relais. Donc, je me suis approprié sommairement les notes de la bio, mais je vais quand même les lire pour éviter de commettre des impairs. Donc, Patricia Anne est conseillère en pédagogie autochtone à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle y coordonne le comité Monwa Mamou. Bon, OK, merci. Qui œuvre avec de nombreux partenaires autochtones à la sensibilisation de la communauté universitaire ainsi qu'à l'inclusion des perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement. Chargée de cours, doctorante et artiste pédagogue, elle est membre du Centre de recherche collaborative autochtone Atalouijo Kadimek de l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent sur l'éducation artistique et l'oralité en contexte autochtone. Dans une posture d'humilité culturelle, Patricia Anne agit également comme consultante et conceptrice pédagogique pour diverses organisations autochtones, dont la Boîte Rouge Vif, le Centre des Premières Nations Nikanit, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, etc. Alors, Patricia Anne, je te souhaite une bonne conférence, on a hâte de t'entendre. Merci. Oui. Léonide, c'est gentil de m'accueillir tout le monde. On est un tout petit groupe bien intime, là. Donc, peut-être d'entrée de jeu, là, c'est une invitation du Centre RE à laquelle je suis très honorée et heureuse de répondre. Là. On s'est rencontrés parce que j'avais collaboré par la rédaction d'un chapitre au dernier ouvrage collectif qui s'appelle Éduquer aux enjeux sociétaux par l'art et la littérature. Et donc, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré un peu plus le Centre R qui m'a par la suite invité à venir faire une conférence aujourd'hui. Donc, bonjour aussi à toutes les personnes qui sont en ligne. Merci pour la petite bio, toujours comme ça. C'est moi, ça. Je tiens à dire que j'ai aussi alma mater. Je suis diplômée de l'École supérieure de théâtre en enseignement de l'art dramatique. À l'époque, d'ailleurs, j'ai un de mes anciens professeurs qui est parmi nous aujourd'hui, Robert Drouin. Je procède à une reconnaissance territoriale. Je me souviens que la dernière fois, quand j'étais venue, j'ai élaboré un petit peu là-dessus parce que, bon, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions, cette pratique-là. Comment ne pas l'instrumentaliser? Pourquoi la faire? C'est sûr que c'est un premier pas de rapprochement avec les premiers peuples. C'est une recommandation. C'est un appel à la justice. Par contre, j'ai envie de dire, il faut que ça parle avec le cœur. Qu'on nous demande toujours de personnaliser nos formules. On peut apprendre celle qui est institutionnelle, qui est établie, mais tranquillement, et quand on se sent prêt, quand on comprend pourquoi on le fait et qu'on s'enracine dans la terre et qu'on le ressent, là, on peut commencer cette pratique-là de façon sécurisante, bien sûr, pour ensuite peut-être l'ouvrir à des pratiques de plus en plus formalisées, tout en gardant cette connexion-là, toujours au cœur, à la terre. Je vais parler beaucoup d'holisme aujourd'hui, là, parce que c'est le fondement principal des pédagogies des premiers peuples. Donc, c'est ça vraiment, la reconnaissance territoriale. L'autre jour, je donnais une formation, puis on a passé vraiment presque 3 heures juste à parler de ça. Puis une chose qui m'a touchée, c'est un de mes collègues qui était très ému parce qu'il réalisait. Aujourd'hui, la posture militante va prendre le dessus pour moi. Donc, mon collègue était très ému parce qu'il réalisait, oui, mais je suis aussi chez moi. Mais là, moi aussi, je suis sur cette... J'ai grandi ici, on est chez nous, donc comment reconnaître la présence ancestrale et encore active et dynamique des premiers peuples sur les territoires partagés en différentes nations. Ça, c'est une grande réflexion. Mais là, c'est pas l'objet de la rencontre aujourd'hui. Je vais simplement modéliser la propre pratique que moi, j'ai préparée pour ici parce qu'il y a des enjeux très sensibles
aussi dans le coin de Montréal, John Jagger de l'UQAM par rapport à la reconnaissance territoriale. Alors, dans la conscience des enjeux historiques et contemporains entourant les territoires ancestraux des premiers peuples au Québec, j'aimerais reconnaître la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne actuelle des terres et des eaux sur lesquelles se situe l'Université du Québec à Montréal, à John Jagger. Nous tenons aussi à reconnaître la présence historique de plusieurs autres Premières Nations sur ces lieux de rassemblement traditionnels. C'est dans le respect et la gratitude des liens avec le passé, le présent et l'avenir que j'honore les relations continues avec les premiers peuples et que je m'engage à œuvrer pour la justice sociale dans une posture de réciprocité. Parce que je l'ai préparé tantôt en me disant, bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Donc, de reconnaître aussi ces territoires partagés et la nation Kanien'kehá:ka, bien sûr, comme gardienne actuelle des lieux. Donc, aujourd'hui, je vous parle, je vais essayer de me mettre pour que vous puissiez voir mon beau... les belles offrandes de tabac sacré qui font partie du projet. Alors, moi, dans mon chemin personnel, pourquoi j'en suis arrivée là? Pour vous présenter on peut peut-être passer tout de suite à la diapo suivante parce que je parle un petit peu dedans de mon chemin. Alors, dans ma lignée paternelle, j'ai de l'ascendance Wolastoqiyik, Wajipekuk et Pequagam-Yulnwatch de Mashtuyas à la 4e et 6e génération. Ça ne fait pas de moi une personne autochtone statuée, ça fait de moi une personne sur un chemin de rapprochement qui se présente comme une alliée dans une posture d'humilité culturelle. 4e génération, c'est proche quand même. La loi sur les Indiens est encore en vigueur, on va le voir tantôt. Donc, il y a tous ces enjeux sensibles-là autour qui, moi, ont fait que dans mon chemin, ça fait environ 25 ans, plus encore, que j'ai choisi de marcher, d'entrer dans le monde des communautés, rencontrer, surtout écouter, surtout observer, parce que c'est 2 grands fondements des pédagogies des premiers peuples aussi. Donc, ça m'a permis d'avoir l'honneur de recevoir des enseignements traditionnels de plusieurs aînés qui font partie de ma vie maintenant, qui bercent mes enfants depuis longtemps. Donc, je veux juste honorer des personnes importantes qui cheminent avec moi là, depuis longtemps. Ma coucou, Diana Therese-Reed de Cree EU de Waswanipi, qui était la conseillère spéciale des relations de la nation Cree internationale pendant 25 ans. Donc, c'est quand même un grand personnage, une gardienne de savoir traditionnel et spirituel qui m'enseigne. Oh, ça bouge tout seul. Désolée. Ça se peut. Alors, je veux la reconnaître et la remercier. Chimigwetch, parce que je suis engagée sur un chemin d'apprentissage avec elle depuis très longtemps, puis c'est beaucoup de temps, de service, d'engagement, mais tellement de cadeaux et tellement de belles choses que je reçois de ce chemin-là. D'ailleurs, je salue mon amie Aveline qui est là, qui connaît Kokum Dayan, ma fille. J'ai 3 enfants, donc ma fille qui est là. Et Abuela Maria Soto Malinali, avec qui je suis entrée dans le chemin de la danse de la lune quand j'avais 25 ans. Qui est décédé en 2020, qui m'a enseigné énormément aussi de pratiques traditionnelles. Donc, encore une fois, marcher très lentement. Je ne m'afficherai jamais avec un tambour pour chanter à moins qu'une aînée me demande d'être là à côté avec un hochet. Je n'arriverai jamais à exposer ces savoirs ancestraux sacrés-là auxquels j'ai la chance d'avoir accès, mais je continue tranquillement de marcher. Puis, c'est sûr que si Kokum me demande de faire quelque chose, faut que je le fasse. Donc, c'est dans ce sens-là où elle soutient ma thèse aussi, qui est très heureuse et contente de ce processus-là. Et bon, souvent, elle le nomme là, dans des ondes. Donc, elle va peut-être être à ma soutenance. Là. Je sais qu'elle vienne, qui devrait être quelque part en juin. Alors, c'est sûr qu'aussi, moi, je racontais à Samuel tantôt que quand j'étais jeune, je me suis attachée une semaine sur un des arbres dans le parc de la Vérandrie. Pour empêcher l'entreprise résolue, les coupables avec la famille Wawate, une famille Anishinaabe de Barrier Lake, de Kokumville, c'est leur endroit. Donc, ça a été comme un peu, je dirais, un point tournant dans mon chemin d'artiviste qui a dit, OK, moi, je veux continuer à me mobiliser pour la justice sociale, environnementale dans ma vie personnelle. Là, aujourd'hui, bon, c'est sûr, dans ma posture professionnelle, je n'affiche pas toujours l'aspect militantiste. Puis d'ailleurs, quand je suis arrivée avec ma recherche en 2019, dans les débuts là, de ma thèse, c'est comme, là, c'est trop militant, c'est pas de la recherche. Puis là, maintenant, c'est un courant super connu et promu, la recherche militante. Fait que là, je suis comme,
bon, les choses bougent. Comme pour les perspectives autochtones, les revendications, le mouvement est vraiment enclenché de la décolonisation. Donc, à tous les jours, il y a des nouvelles avancées. Là, aujourd'hui, c'est pas un cours d'histoire et non plus de réalité contemporaine des premiers peuples, là, mais je vais essayer d'en nommer un peu aussi. Donc, c'est sûr que moi, je suis aussi une enseignante en art dramatique. Alors, l'aspect art, l'art m'a sauvé la vie en tant que survivante d'agressions graves. C'est pour ça aussi que je suis dans une posture féministe. Je suis porte-parole du Calax de Grande-Bay aussi. Donc, et c'est ça a fait que j'avais envie d'utiliser la voix, l'expression pour propulser les voix marginalisées, les voix qui sont pas entendues. Donc, puis les personnes étudiantes, les femmes étudiantes avec qui j'ai travaillé, autochtones, c'était vraiment ça, c'était donner la voix à celles qui peuvent pas l'avoir, là, donc qui peuvent plus le nommer. Donc, il y a cet aspect-là aussi de transmission et de porter un enjeu pour plus grand que nous. Donc, c'est sûr que c'est ça que ça me fait vibrer et ça m'anime. Alors, on travaille aussi, j'ai un collectif, là, je l'ai pas nommé, qui s'appelle les Tisserandes, écoféministes depuis 16 ans, dans lequel on crée des œuvres tantôt loufoques, tantôt graves, pour dénoncer, mais aussi pour célébrer les enjeux qui concernent la femme et la terre encore en 2024. Donc, on avait notre spectacle récemment et on fait aussi beaucoup de médiation culturelle avec des groupes de femmes, là, des CALAX, des centres d'aide, des centres d'hébergement pour femmes. On a fait des projets avec différents groupes subventionnés par le Conseil des arts en médiation culturelle. Donc, je pourrais partager, si vous voulez, là, différents produits livrables qu'on a eu dans des vidéoclips et des choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Et bon, j'ai vraiment la chance de collaborer avec des organisations autochtones hallucinantes qui déploient énormément de ressources pédagogiques pour s'assurer d'avoir les approches les plus culturellement pertinentes et signifiantes et sécurisantes, ce mot-là, j'aime moins, mais qui prennent leur place tranquillement dans l'ensemble des exercices de la société, notamment la formation à l'enseignement. Donc, nous, à l'UDS, avant, j'étais à l'UQAC, au centre Nicanité. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de vie. Premier peuple, c'était super vibrant et ça avançait beaucoup. Quand on est arrivé à l'Université de Sherbrooke, c'est comme, il se passe moins de choses ici. Donc, le toc au rectorat, créé le comité Mohamamou, où tout le monde s'est rallié, là, vraiment un beau mouvement. Et là, on s'est retrouvé à créer un plan d'action institutionnel Premier Peuple, sur lequel le Grand Conseil de la Nation Wabanaki siège activement aussi. Et ça a mené à l'établissement du cours Perspectives autochtones en éducation, notamment. C'est un de nos grandes avancées, qui est maintenant obligatoire dans le programme du BEPP, préscolaire primaire, secondaire. Ça s'en vient en adaptation scolaire et sociale et à la maîtrise qualifiante en enseignement. Donc, on n'est vraiment pas en compétition. Les universités, il y a beaucoup de travail interinstitutionnel qui se fait et avec les organisations parce que sinon, il y a un enjeu de sursollicitation, un enjeu de dédoublement de financement. C'est n'importe quoi. Donc, j'essaie vraiment de me garder une grande vigile et d'être un peu chien de garde de ces choses-là. Donc, ça, c'est plus, je sors un petit peu de mon sujet. Mais un des objectifs que j'ai, c'est vraiment de légitimer les patrimoines culturels immatériels des femmes autochtones. Et donc, dans une visite de souveraineté narrative, donc aujourd'hui, je prête ma voix, mais je vais essayer de laisser parler les voix aussi des personnes étudiantes autochtones avec qui j'ai eu la chance et l'honneur de travailler dans des relations qui sont encore actives et très chaleureuse. Donc, la recherche autochtone, c'est ça. Si on arrive, on fait de la recherche par pour avec les premiers peuples, c'est parce qu'il y a déjà des relations engagées avant. Donc, n'arrive pas qui veut arriver à je veux. Vous n'avez pas idée le nombre de demandes que j'ai par semaine de gens qui veulent que je leur donne des contacts. Et c'est très complexe. C'est des relations précieuses, sensibles, puissantes, desquels on doit vraiment prendre soin dans une réciprocité, donc s'assurer toujours de redonner. Donc, ma première question, c'est toujours pourquoi. Là, j'écoute. Les gens essaient de m'expliquer pourquoi ils veulent collaborer ou donc là, essayer de pas déboulonner, mais d'aller voir un peu l'envers de qu'est-ce qui vient avec cette idée-là. Alors, coucou, on passe à la suivante. Rapidement,
Et là, je sais que ça arrête 2023. On aurait dû mettre trois petits points parce que c'est encore actif. Est-ce que je te cache? On n'a pas le choix quand même. C'est un devoir que j'ai, qui est une recommandation de toutes les commissions d'enquête pour les premiers peuples international, national, provincial. De faire l'épreuve du feu, de passer à travers l'histoire un petit peu rapidement. Je peux pas parler des belles avancées en perspective autochtone sans traverser un peu les injustices historiques encore en cours avec la loi sur les Indiens qui est encore en vigueur. Donc, vous connaissez les pensionnats, hein? Donc 150 ans, plus de cette génération brisée, hein? Le lien qui suscite beaucoup de traumatismes intergénérationnels et de problématiques sociétales qu'on doit prendre comme des conséquences de la colonisation, tout le temps. Vous les il y a des problématiques psychosociales, non, c'est des conséquences de cette tentative, l'acte des sauvages, d'élimination, transformé en loi sur les Indiens, assimilation. C'est un génocide culturel et humain. Et souvent, je fais des formations aussi sur la distinction EDI et équité, diversité, inclusion et décolonisation. Nous, nos organisations autochtones et nos partenaires ne veulent pas être mis comme un onglet sous le grand bassin équité, diversité, inclusion. C'est un enjeu historique encore saillant, présent. Une personne autochtone subit encore les conséquences coloniales au quotidien. C'est pas pareil qu'un enjeu d'immigration, c'est un enjeu de gouvernance, en fait. Ou de particularité. Être une personne issue des premiers peuples n'est pas une particularité. On n'est pas, comme par exemple, handicapé. Donc, souvent, on donne, il y a un aîné qui nous avait fait, il disait, est-ce qu'on créerait un gouvernement des personnes malentendantes? Non. Donc là, c'est réglé la question. C'est pas le même rapport de force. C'est pas de la même façon qu'on doit entrevoir ça. C'est sûr que là, Jacques Newachiche, un autre aîné avec qui je travaille beaucoup, qui est un grand artiste atikamekw, dit il y a eu plus de 7 générations brisées par les pensionnats, ça va prendre plus de 7 générations et plus encore avant d'arriver à un équilibre, une justice, une réparation. Donc, il n'y a pas de presse. Chaque pas est important, chaque pas a sa place. Donc, vous pouvez contribuer. On a une responsabilité sociale de s'éduquer. Souvent, les organisations me disent on a tellement mis de ressources, là, arrête, tu sais, comment dire, là. On a créé beaucoup de ressources. On a un beau portail Voix du territoire qui va sortir du Conseil en éducation des Premières Nations, qui va vraiment faire un voyage à travers les 11 nations et les 55 communautés du Québec. Donc, l'objectif, c'était vraiment de permettre aux gens d'avoir accès à une ressource qui est vraiment riche. Là, on a une COCUM qui devient comme un avatar, puis il y a plein d'enseignements traditionnels, oraux à travers le site. Aveline, elle l'avait vu, je pense, je t'ai montré un screenshot. Donc, l'abattage massif des chiens de traîneau, les enfants morts ou disparus au Québec. Il y a tellement de choses qui nous ont, juste au Québec, ici, local, qui sont même pas encore sorties des placards, comme, par exemple, la déportation des Inuits. Là, il y a celle de Pakwa, mais il y a celle de plusieurs communautés Inuits ont été déportées. J'ai mon collègue Maxime Lalo. Pakwa, c'est une toute petite communauté. Quand on connaît, ça a une forte chance, les Lalo sont connus. Et donc, il fait sa thèse sur la déportation des Inuits de Pakwashpi, qui est vraiment une réalité historique méconnue. Et il y a tellement de choses à apprendre. La rafle des années 60 aussi. On a eu plus de 25 000 enfants donnés en adoption à cause des problèmes de protection de la jeunesse. On ne comprenait pas les méthodes d'adoption traditionnelles et de justice traditionnelle. Et donc, on retirait les enfants des familles. Et j'ai ma collègue à Bishop, qui est la directrice des initiatives autochtones de l'Université Bishop, Vicky Boldo, qui est une aînée Cree-Métis survivante de la rafle des années 60. Donc, je parle pas pour elle, mais on fait beaucoup de conférences ensemble. Puis, quand elle raconte son histoire, c'est touchant parce que justement, elle dit, il n'y a pas de métis dans l'Est, il n'y a pas de métis de l'Est reconnu. C'est une nation des prairies. Mais elle dit, moi, je suis ici, là. Puis elle, le temps qu'elle s'aperçoive qu'elle était issue des premiers peuples, ça a été très long. Qu'elle retrouve sa famille, il restait à peine quelques années avant que sa mère décède. C'est vraiment des réalités. Moi, j'ai une collègue de mon âge qui a fait le pensionnat de Mashteyats. Ça faisait longtemps que je travaillais avec elle à Boîte-Rouge-Vif. À un moment donné, on est assis, elle dit j'ai les années que j'étais au pensionnat, je suis tombée de ma chaise. J'étais comme, OK, c'est ça, je côtoie beaucoup d'aînés, mais aussi des personnes de mon âge qui ont fréquenté les pensionnats. Les stérilisations forcées, ça vient de sortir en 2013 par Suzy Basile
titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones du Canada, donc des stérilisations forcées jusqu'à aujourd'hui, où là, pendant une césarienne, on va procéder à la ligature des trompes de façon tout à fait illégale. Donc, ça sort de plus en plus. Et là, récemment, là, la virée sous les étoiles, avez-vous déjà entendu parler de ça? Beaucoup de gens connaissent pas encore. Puis ça, c'est Cindy Wild, une de nos collègues vraiment importante là, dans la justice autochtone, qui notamment parle de ça. Donc, c'est vraiment quand les personnes étaient en état de toxicomanie ou en ébriété, les policiers vont les amener loin, loin, loin dehors, loin de leur communauté ou dans le bois, et là, les laisser souvent pas vêtus, revenir à pied. Donc, on peut bien comprendre qu'il y en a qui sont pas revenus à moins 40 l'hiver. Fait que c'est ça. Ça, c'est une des réalités qu'on est en train de mettre à jour. Mais là, puis là, Joyce Echaquan, je tiens à reconnaître, le Roger m'a écrit juste avant, son parrain, qui était un de mes bons amis, je m'en vais parler de Joyce. J'ai dit, OK, tu sais, donc, la Nation du Kamek veut qu'on continue à raconter l'histoire de Joyce parce que 2 semaines avant de décéder à l'hôpital de Joliette, dû à un racisme, une discrimination, elle a dit, moi, je vais faire quelque chose qui va changer le monde, mon oncle. Elle a dit ça à Roger. De la cérémonie. Donc, changeons. Appel à la justice. Il y a plusieurs commissions d'enquête. Je pourrais parler de ça pendant 3 heures, mais là, juste pour dire, la commission vient, l'ENFADA, les femmes autochtones disparues assassinées, la vérité et réconciliation, tout le monde dit la même affaire. Puis c'est exactement une copie-collée de 1996, la commission royale sur les peuples autochtones. Donc, on a dit des choses en 96, les gens n'ont pas trop écouté, puis là, maintenant, on le redit. Ça semble percoler un petit peu plus cette fois-ci. Alors, c'est sûr que là, j'ai un peu modulé mon projet de thèse aujourd'hui pour répondre à l'objectif de la présentation et de la proposition d'Isabelle et du Centre R. Donc, moi, c'est sûr, je m'inscris pas nécessairement en justice, en éducation relative à l'environnement. Toutefois, dans la perspective holiste, l'apprentissage parcours avec le territoire en fait vraiment partie. Alors, j'ai vraiment les enjeux de justice. Vous allez voir aujourd'hui, là, le thème justice est un peu un fil conducteur dans la présentation. Puis là, mon collègue Adolfo, qui est aussi du Centre, m'a dit hier, c'est comme si tu avais fait un postdoc en accéléré juste avant de remettre ta thèse. Je vais essayer aujourd'hui, mais c'est sûr que ça rejoint mes intérêts. Donc, je suis vraiment contente et je vous remercie de l'opportunité de pouvoir partager aujourd'hui. Puis s'il y en a qui ont des questions, n'importe quand, les mains, si on peut dialoguer. Alors, on sait que les femmes autochtones sont souvent au front des mobilisations pour les droits des femmes et la sauvegarde des territoires. Donc, l'écoféminisme explore les corrélations entre les oppressions intersectionnelles que subissent les femmes et la Terre-mère et la Terre, la planète. Donc, le front des mobilisations, on l'a vu dans les médias, je crois, mais c'est aussi dû au fait que les communautés, s'ils sont éloignées, sont près des lieux d'extraction, la relation au territoire fait partie de l'identité culturelle de façon tellement intrinsèque. Donc, il y a ce lien-là qui est fort. Et moi, je le revendique beaucoup. Puis Maude, j'ai un chapitre qui va sortir dans Éco-société bientôt, qui est la légitimation des savoirs et des contributions des femmes autochtones dans la co-construction d'un écoféminisme décolonial. Donc là, je dis souvent ça aux gens, la chaire de recherche en plein air. Mais c'est certainement pas toi qui as inventé l'éducation en plein air. L'éducation dans l'environnement. Donc là, je fais beaucoup cette critique-là aux gens de façon très bienveillante pour dire il y a un enjeu de reconnaissance et de légitimation des savoirs ancestraux qui étaient là, qui sont là, qu'on doit reconnaître. C'est une question de justice épistémique en premier, mais c'est une question de guérison aussi. C'est vraiment important. Donc, c'est pour ça que les femmes autochtones, naturellement, depuis toujours, sont là et on doit le reconnaître. Même en Inde, on a ça aussi avec Vandana Shiva, qui est une grande défendresse des droits des femmes et de la terre, des mères de l'écoféminisme. Puis elle, c'est ça, c'est le mouvement grassroots, c'est de se dire on est là au front, dans le territoire et on fait partie du territoire. D'ailleurs, la notion de cession territoriale et de possession territoriale n'existe pas dans les langues des premiers peuples. Donc, on ne possède pas. J'étais la semaine dernière avec Michel Durand-Nollet. Je nomme souvent des aînés. C'est le gardien des savoirs botaniques et forestiers de la nation Wabanaki. Et on fait beaucoup d'interventions dans les écoles secondaires ensemble. Puis, c'est ça qu'il disait. Il disait là, tu chasses un chevreuil, c'est pas ton chevreuil. Quoi cette histoire-là? C'est donc l'offrande à la terre de comprendre qu'on est en interdépendance, qu'on est en interconnexion. C'est vraiment le fondement.
de cette relation-là. Donc, on sait aussi, là, je change de sujet, puis j'ai comme beaucoup de matériel, fait que là, je vais essayer de voyager de façon fluide. Donc, les femmes aussi, sur des premiers peuples, vont être les plus affectées. Là, il y a plusieurs rapports qui parlent de la violence, de la pauvreté et de la crise climatique. Encore une fois, ce sont des conséquences de l'entreprise coloniale qui a encore qui a encore ses attaches dans notre monde actuel. Donc, la femme autochtone, souvent on dit, là après ça, je parlerai plus tant que ça, là, des traumatismes là, historiques, on va plus aller dans la portée artistique et tout ça. Une intersectionnalité, donc elle peut vivre des discriminations en tant que femme et en tant que femme issue des premiers peuples et au niveau de la classe sociale et au niveau... Donc, il y a comme cette amalgame de couches oppressives qui va complexifier le vécu et la trajectoire des femmes issues des premiers peuples. Savez-vous combien de personnes autochtones vivent en milieu urbain parmi les 55 communautés au Québec? 55%. Il y a des enjeux de trajectoire, d'hypermobilité. Hein? C'est pas rare, moi, que nos étudiants s'en vont à Women-Tachi la fin de semaine, ils reviennent, là, c'est de la route en quelques heures. Donc, c'est voir sa famille, le déracinement culturel, les obstacles systémiques multifactoriels qui se dressent. Donc, les étudiantes avec qui j'ai travaillé sont des étudiantes, on va le voir, qui étaient de leur communauté, donc qui avaient fait le choix enfin de devenir des ambassadrices, c'est leur mot, pour leur nation et de s'autodéterminer. La plupart veulent retourner d'ailleurs travailler pour leur nation, leur communauté. Plusieurs sont déjà retournés. Mais donc, il y avait ce pas-là à faire de dire, je viens en ville et je dois étudier. Là, j'ai pu, dans le projet, vivre toute la gamme là, des obstacles. On les appelle un peu des facteurs d'insécurité culturelle, mais c'était très exacerbé. Donc, j'ai pu vivre avec elle ce qu'elle vit. On peut continuer. Donc, c'est ce que je disais, la légitimité des savoirs et des contributions des femmes autochtones. Donc, c'est Laurie Gagnon. C'est quoi son autre nom? Elle a deux noms de famille. Laurie. Hein? Bouchard. Gagnon Bouchard. Laurie Gagnon Bouchard du RECEF, du Regroupement d'études féministes du Québec, qui coordonne l'ouvrage dans lequel, d'éco-société, dans lequel il va y avoir ce chapitre-là prochainement qui va sortir. Donc aussi, il y a plusieurs études qui revendiquent la place des femmes autochtones dans la gouvernance, des organisations, des ressources et des territoires. Donc, on voit de plus en plus ça. On a une sénatrice, on a une gouverneure générale, on a des postes en gouvernance dans les organisations autochtones, mais aussi dans les organisations allochtones, des professeurs d'université. Donc, il y a une grande mouvance et les femmes autochtones sont quand même à l'avant-plan dans cette avancée-là. Donc, mon projet sert aussi à documenter cette avancée-là. On peut passer à la suivante. Une petite citation que vous avez dit en 96, là, les femmes sont honorées comme source de la vie au même titre qu'à la terre-mère. Je fais une mini parenthèse vite, là. Je disais tantôt, il n'y a pas de notion de cession et de possession territoriale dans les langues autochtones. C'est pour ça que l'idée de territoire non cédé n'est pas trop utile. En tout cas, nous, la nation abénaquise, non cédé, pas trop ça qu'on veut aller là. Utiliser cette expression-là, qui est assez galvaudée d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle de territoire ancestral, encore habité et encore dynamisé, des eaux et des terres encore naviguées et habitées. Je vous parle rapidement, il y en a plusieurs qui doivent les connaître, mais juste passer à travers différents mouvements de revendication. Donc, I Don't Know More, que vous avez sûrement connu, je pourrais faire une présentation juste là-dessus aujourd'hui, des mouvements de revendication, mais je pense qu'en éducation relative à l'environnement, on se doit de savoir un peu là, les grands axes en revendication autochtone, donc les femmes autochtones et disparues, assassinées et deux esprits. D'ailleurs, le mouvement LGBTQIA+, maintenant, a adopté le 2E en premier au départ. Donc, les personnes bispirituelles, puis là, on tend de plus en plus vers la notion de plurispiritualité pour inclure les identités liées à des essences animales et élémentaires. Ça, c'est un petit coup. Wet'suwet'en, hein, vous l'avez vu, ça fait pas longtemps. Donc là, on a vu vraiment que les gardiennes traditionnelles étaient à l'avant-plan. On peut avancer encore. Moi, je sais, en plus, je t'ai dit avance, mais j'ai plein de photos. j'ai fait du bricolage PowerPoint. Donc, tout ça, ouais, tu peux tout sortir, ouais.
Donc, ça, c'est des façons dont on peut s'engager aussi en tant qu'allié. Hein? Marcher à côté de nous, marcher derrière nous, marcher avec nous. Je vais boire un peu d'eau. Donc, moi, j'ai pu prendre part à plusieurs de ces mouvements-là, notamment là, les marches pour Joyce, les vigiles pour les femmes autochtones. On en fait régulièrement. La journée des jupes. Ça pour dire que ce sont des événements à suivre qui sont encore en cours et qui nous permettent tranquillement de nous familiariser et d'aller à la rencontre d'eux. Hein? D'ailleurs, les communautés sont ouvertes. Il y a la route des powwows, il y a tellement d'activités. Donc, je vous incite vraiment à aller dans un powwow cet été ou un rassemblement traditionnel et amener des cadeaux. Arrivez jamais les mains vides dans un powwow, des offrandes. Et il y a toujours 4 aînés à peu près qui sont les gardiens du powwow et c'est ces personnes-là qu'on va voir pour remercier et offrir des cadeaux. Ou bien quelqu'un d'autre de vraiment cool que tu rencontres en chemin et que tu as envie de lui offrir quelque chose. Donc, c'est la notion de la culture du don et de la réciprocité vraiment, vraiment à la base des relations. On peut continuer. Là, j'ai encore plein de photos. Joséphine Mandamine, c'est parce que je me suis dit, j'ai pas le choix, là, on est en éducation relative à l'environnement. Donc, moi, j'ai eu la chance de marcher faire les marches sacrées pour l'eau, là, pour Nibi, avec grand-mère Joséphine Mandamine, qui est décédée. Maintenant, c'est quand j'ai été attachée dans l'arbre, quand je vous ai dit, quand j'étais plus jeune, au parc de la Vérandrie, c'était avec Louise Wawaté, qui m'a enseigné beaucoup. Marie-Émilie Lacroix, qui est une Pegwagam-Yolnouatch, qui est encore vivante et qui est dans la marche pour les forêts. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Elle est super sympathique. Donc, le projet Nouveau Sentier, la Grande Marche pour les forêts. Automne Pelletier, c'est la nièce de Joséphine Mandamine, puis elle est l'ambassadrice pour l'eau de l'ONU maintenant. Puis elle a repris le wampum et le bundle, là, comment on dit, le trousseau de médecine traditionnelle de sa tante pour porter la marche pour l'eau dans le monde. Mon Claire, que vous devez connaître, et ma grande amie, que le monde doit connaître très bien aussi. On est tous ça dans des vieilles amies. Donc, Valérie, qui est de la Nation Mi'kmaq et qui sont porte-parole de Haut Secours. Donc, il y a vraiment plusieurs mouvements dans lesquels on peut s'impliquer. Ce ne sont pas tous les mouvements, mais c'est simplement pour sensibiliser et ouvrir parce que je pense que les enjeux les actions des premiers peuples sont primordiales, sont importantes et doivent être reconnues, célébrées, soutenues en éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté. Alors, on peut continuer. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones nous dit que les premiers peuples ont le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les arts visuels et du spectacle et la littérature. J'ai mis en bleu parce que ça me concernait davantage. Un ouvrage que vous avez peut-être vu dans le théâtre de Jean-François Côté nous dit que l'art permet l'expression de l'identité culturelle autochtone. Bon, c'est assez logique. Les pratiques culturelles et artistiques sont d'importants facteurs de mieux-être. C'est une étude de la Thunderbird Partnership Foundation en Ontario. Ils sont vraiment excellents dans leur recherche. Ils ont vraiment démontré l'incidence des pratiques culturelles et artistiques sur le mieux-être de façon holistique. Donc, ce cadrage-là, cet univers conceptuel-là fait partie de mon projet de recherche au doctorat. Excusez-moi, je tousse jamais, mais là, je tousse. Je pense pas avoir le rhume. Donc, Prudence Anis, qui est la directrice du Cégep Kiuna, qui est le seul cégep autochtone au Québec, qui est à Odanak. Si vous ne le saviez pas, c'est une bonne chose à savoir. Donc, elle nous a dit que la pertinence des approches créatives, elle a soulevé la pertinence des approches créatives avec la jeunesse autochtone. Donc, il y a tout un programme en cinéma. Les arts avec Guy Sioui-Durand sont très forts à Kiuna. On collabore beaucoup avec eux. Donc, moi, j'ai pu aussi là, avoir la consultation et des conseils sages de belles personnes pour mon projet. Il y a tout un conseil d'aînés qui interagit dans le projet. Donc, on voit aussi que Laure Elisabeth Kane, qui était la titulaire de la chaire UNESCO sur la transmission des savoirs culturels, qui est décédée l'année dernière. C'est aussi la fondatrice et présidente de la Boîte Rouge Vif pour laquelle je travaille. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter parce qu'il y en a beaucoup qui repartent vers les territoires de chasse éternelle de leurs ancêtres. Donc, chacune de ces personnes-là, les partages sont très précieux. Donc, Elisabeth nous disait à quel point les arts sont favorables à l'implication sociale et à la persévérance scolaire. Il y a un de mes collègues, David Bernard, je vous nomme plein de monde, qui est directeur du bureau du territoire du Ndakina, des Abénakis. Donc,
un des historiens autochtones au Québec aussi. Là, et là, lui, il avait dit ça. J'ai dit, hey, c'est bon, ça. Maintenant, on peut citer des savoirs oraux aussi. Mais là, il l'avait écrit, celui-là, mais souvent, il y a des savoirs oraux. Il y a un protocole pour citer les savoirs oraux maintenant. Donc, ceux qui font de la recherche, vous me demanderez si vous voulez recevoir le protocole parce que ça a été traduit de McGregor en français par Diane Campeau. Puis c'est vraiment bien parce que maintenant, quand on entend un bel enseignement, on peut le reconnaître et le légitimer dans la science. Donc, ça, c'est déjà une pratique qui va nous amener quelque part d'autre. Donc, David disait, les jeunes autochtones sont intéressés aux savoirs traditionnels, surtout s'ils ont la possibilité de créer à partir de ces savoirs. Bang, c'est vraiment la porte d'entrée de mon projet. On va parler de nos trajectoires, de nos récits de vie. On va ramener nos savoirs traditionnels, mais par la création. Avancer. Donc là, c'est sûr que j'ai un ancrage en théâtre social, dans les pédagogies de la liberté, de la libération de Fréré, tout le travail de Boal. Là, je pourrais parler vraiment longtemps de cet ancrage-là en théâtre social, mais ça nous montre que le théâtre est un outil qui offre un espace pour créer, transformer la réalité. Je pense qu'il y a quand même une grande logique là-dedans là, pour celles et ceux qui font partie de ce bel univers-là, un peu de l'art engagé. Les arts vivants engagés, l'art total engagé. Je suis beaucoup là-dedans. Donc, on voit aussi que l'art autochtone va être un moteur de réappropriation, c'est beau ça, réappropriation et de réaffirmation identitaire. Vous allez voir plus tard que mes données, là, je vous donne un petit avant-goût, ont permis de révéler là, que l'art est porteur de résurgence, de résistance, de résilience et de révérence. Les R sont bien populaires dans les approches autochtones, les 4 R de ciel. Je me situe aussi là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait du sens. À part raciste, toutes les autres R sont populaires. Donc, l'expression artistique des femmes autochtones, on voit qu'il y a beaucoup de femmes autochtones, des Émilie Monet en or, des Roma Washish, il y a plusieurs artistes, Caroline Nepton-Hott d'ailleurs, qui vient de terminer sa thèse. Donc, il y a plusieurs artistes qui prennent en 2010, c'était encore moins le cas, mais là, on voit vraiment plusieurs artistes des arts vivants autochtones prendre place dans l'espace artistique public, culturel et lever leur voix. Et souvent, ce qui ressort comme thématique, c'est vraiment aussi les idées de justice, de guérison, de tradition et de territoire. 4 grands thèmes qui, pas trop surprenamment, se retrouvent aussi dans les créations que j'ai vécues, dans le projet de création que j'ai vécu avec les étudiantes dont je vais vous parler très rapidement. La Flamme nous disait, les œuvres théâtrales de femmes autochtones contribuent au mieux-être des communautés en fournissant un rituel catharsique qui permet d'évacuer le traumatisme. Donc, cette idée-là de coucher sur terre, de co-créer, de donner voix, donner forme, donner corps à ce qui nous habite. Donc, c'est vraiment ce à quoi on s'est affairé dans le projet. On aurait pu ne pas arriver à des œuvres, hein, parce que l'idée de la différence entre l'art dramatique et le théâtre aussi, là, le processus ou la finalité. Nous, on vivait un processus, on a vécu un processus de 10 ateliers théâtraux de 2h à 2h30 chacun avec les étudiantes. Si on avait dit non, moi, je me rends pas à une performance publique ou moi, c'était bien correct pour moi là, de vivre ensemble sous globe dans la protection. Cette expérience-là, c'était parfait. Par contre, il y a eu tout un engouement et on s'est donné, la mission était claire qu'il y avait quelque chose à faire entendre. Donc, on s'est retrouvé avec une pièce de théâtre qui a quand même beaucoup rayonné et une vidéo documentaire dont je pourrais vous envoyer le lien aussi, puis on va peut-être avoir le temps de regarder un petit extrait. Comme ça, regardez maintenant. Parfait. Donc, les femmes autochtones et l'enseignement postsecondaire, c'est sûr, j'ai travaillé avec des étudiantes du collégial, comme je vous disais tout à l'heure, et elles rencontrent beaucoup d'obstacles dans leur chemin, là, parce que les programmes sont loin et les services ou à la vie étudiante encore, c'est en cours de transformation, mais c'est encore très complexe de traverser un système académique qui est colonial, qui est encore colonial. Donc, ils peuvent vivre, c'est l'insertion socio-professionnelle, hein, l'entrée dans la vie citoyenne, tout ça, les enjeux identitaires, des trajectoires atypiques comme j'ai nommé. Les obstacles, c'est vraiment au niveau linguistique, géographique, culturel, socio-affectif, socio-économique. Et il y a beaucoup de recherches qui démontrent ça.
Donc, la recherche nous dit qu'on doit soutenir les parcours des personnes étudiantes avec des approches qui sont holistiques, culturellement sécurisantes, fondées sur les savoirs traditionnels et visant leur mieux-être. Donc, mon projet s'inscrit vraiment parmi les mesures de sécurisation culturelle. J'aime pas le terme est critiqué beaucoup dernièrement, puis ça faisait longtemps que j'y pensais parce qu'il y a une posture un peu infantilisante ou paternalisante. Donc, on ne cherche pas à sécuriser. Puis moi, j'ai dit, je pourrais pas faire ce projet-là. Je veux pas voir si mon projet va sécuriser les étudiants. Parce que je pourrais pas faire ce projet-là si elles étaient pas d'entrée de jeu à l'aise et bien dans le parcours. Donc, le projet montre quand même qu'il y avait des mesures de sécurisation culturelle. On parle plus de continuité culturelle dernièrement. Donc, un projet qui s'inscrit dans un continuum avec ton vécu culturel, tes traditions, qui répond justement, tu te reconnais dedans dans les approches qui sont amenées. Donc, c'est Sylvie Roy, une psychologue à Tikamek, avec qui elle développe ce concept-là un petit peu plus. Donc, ça s'en vient. Donc, c'est sûr que vous avez entendu la décolonisation, autochtonisation. Ça aussi, là, c'est des termes un peu galvaudés. Décolonisation, c'est déconstruire les structures coloniales, puis autochtonisation, en gros résumé, là, c'est de rebâtir des fondations en incluant les perspectives autochtones. Alors, en offrant des environnements culturellement pertinents et aussi, moi, une de mes grosses tâches, sensibiliser la population allochtone aux enjeux, aux savoirs, aux réalités des premiers peuples. Donc, parce que justement, éviter, puis c'est pour ça que je suis légitimée dans ma posture, parce que Nicole Obom-Samuel était là, fais-le, tu disais, fais-le, là, tu sais, nous, on va pas passer notre temps dans les groupes, tu sais, ça fait vraiment des milliers de personnes, là, qui ont fait des formations, donc je verrais pas, là, une aînée être là en train de répéter ça, puis il y a aussi un enjeu très sensible. Quand je fais des présentations avec Vicky Boldo, dont je vous parlais, qui est une aînée, là, cri métisse, c'est vraiment, elle parle de choses très sensibles, puis moi, j'essaie comme de tenir, tu sais, l'espace, puis de la protéger aussi parce que ça peut être dur des fois. Les réactions, puis les postures de certaines personnes qui sont pas prêtes non plus, puis qui sont en réaction. Il y a toutes sortes de postures d'inconfort là, devant la décolonisation. On peut être dans le déni, l'évitement, en colère, la culpabilité coloniale, tout ça. Tu sais. Je sais que je vais plus loin que mon projet. Hein, j'ai pas le choix. Des formations professionnelles. Donc, on peut continuer. Dans mes ancrages, puis il y en a d'autres, mais dans mon projet, c'est vraiment l'éducation théâtrale, bon, la didactique de l'art dramatique aussi, mais les modèles de création collective à caractère social. Donc, il n'y en avait pas beaucoup hein, dans la recherche. Il n'y avait pas de temps de... J'ai trouvé un qui m'a vraiment inspiré, qui est une personne autochtone au Mexique, Aztèque Carrete. Donc, je me suis beaucoup basée en pédagogie autochtone qui avait amené la création collective. Donc, bien sûr, Boal aussi. Il y a quelques autres projets. Et le blanc-blanchet, ça, c'est notre modèle qu'on a de des tisserandes, qu'on a fait un article en psychosociologie pour modéliser notre démarche de création de spectacles à caractère social. Et ensuite, on a fait un autre projet de recherche sur la transférabilité de l'approche. Donc, je me suis inspirée quand même de ça pour le projet avec les étudiantes. Et bien sûr, là, tous les fondements dont je vous parle depuis tout à l'heure de la pédagogie autochtone. L'apprentissage, c'est tout au long, tout au large de la vie. Ça vise le mieux-être, le succès, là, la notion de réussite là, doit aussi être décolonisée parce que l'objectif de réussir, c'est vraiment d'être bien avec soi-même, les autres, les mondes naturels, visibles, invisibles. C'est ça la réussite. De continuer à travailler sur soi toujours pour être mieux dans ses relations. Donc, ça nous amène à... L'humour aussi est quand même fort dans les fondements, les perspectives autochtones, la circularité. Toutes des choses que vous pouvez pressentir, hein? Parce que souvent, on me dit hey, c'est du gros bon sens, c'est des choses que tout le monde devrait savoir. Donc, c'est ça un peu l'objectif de ce projet-là aussi, ramener à sa juste place dans l'équilibre des savoirs, des belles notions. Donc, mon projet, c'est vraiment une démarche de théâtralisation de récits de vie. Et là j'avance cette affaire-là quand je vous ai dit genre postdoc, je sais pas quoi, modèle pédagogique de création, vectrice de justice holistique. Parce que là, je suis comme partie dans un truc dans ma tête que là, il n'y a pas juste justice sociale et environnementale, vous allez voir. Et là, ça m'amène dans cette roue de la vie à présenter ce qui suit.
Donc, l'idée du récit de vie qui est au fondement de la transmission chez les premiers peuples, hein, qui est l'oralité qui est au fondement. Donc, cette idée-là de l'employer comme un matériau de création. Donc, en recherche autochtone, mais aussi en recherche sociologique, psychosociale, l'idée de l'approche narrative aussi est une méthode. C'est une méthode de recherche. Donc, moi, il y a comme une hybridation. C'est une recherche action-création. Donc là, il y a l'approche narrative comme méthode, mais aussi comme matériau de création. Et chez les premiers peuples, il y a énormément d'auteurs qui en ont parlé, qui sont fascinants. Donc, si vous voulez des références, je peux vous en donner. Donc, l'oralité, la circularité et la ritualité, 3 grands fondements des perspectives autochtones en éducation, sont au cœur des approches artistiques, comme dit notre cher Guy Siwi-Durand dans un de ses articles, qui est un sociologue de l'art, Wendat, qui salut Guy. Donc, ressources sensibles, ceux qui viennent de l'univers théâtral vont reconnaître un peu cette idée-là. Donc, je suis aussi partie quand même de l'idée de la méthode des cycles repères au départ, parce que c'était tout ce qu'il y avait presque de Jacques Lessard. Je n'avais pas le choix et j'avais la chance d'avoir fait des ateliers de création avec Jacques Lessard aussi à l'époque. Donc, je suis partie de là puis il y avait une circularité. Il y avait des choses qui tenaient la route et on co-construit une partition. On réfléchit à cette partition-là. On prend des petits morceaux, on tisse. On se rend. Donc, cette idée-là fonctionnait. Aujourd'hui, je présente pas le modèle de Jacques Lessard parce que, bon, à travers les années, maintenant, il est un peu loin. Puis j'ai pas nommé ma direction, mais c'est Constance Lavoie de l'Université Laval qui a fait beaucoup de travail avec les Inuits, dont un modèle pédagogique du récit de vie basé sur l'expertise d'enseignantes et d'aînés autochtones auxquels j'ai participé activement. Et donc, je reprends ce modèle-là qui est devenu un peu plus mon modèle. Et mon co-directeur, c'est Ney Vendel Kuna Oliveira, qui est un professeur médiation théâtrale, art social, qui est à l'École supérieure de théâtre. Et c'est lui qui dit, il faut que tu sortes de la méthode repère. C'est la méthode. OK. Mais en tout cas, la recherche impose quand même le fait qu'on doit partir du connu vers l'inconnu. Alors, je m'en tenais quand même à ça. Et ce qui est rajouté peut-être de la méthode repère, c'est les ressources immatérielles. Tout ce qui est les mondes invisibles, bien important, donc qui était peut-être moins parlé, mais qui fait vraiment du sens dans le monde théâtral. On a vraiment toujours l'intangible est toujours à la portée, les voiles entre les mondes sont toujours fins. Donc, cet aspect-là aussi va vraiment faire écho au savoir traditionnel des premiers peuples. Donc, l'objectif, c'est encore une fois de légitimer la place des savoirs traditionnels dans la co-construction maintenant peut-être d'un modèle de création théâtrale. La souveraineté narrative, qui est un concept bien important. Donc là, je sais que c'est moi aujourd'hui qui parle, mais ne vous en faites pas, les étudiantes ont fait énormément de conférences, démonstrations avec moi. D'ailleurs, on en a d'autres qui s'en viennent, donc je ne veux pas les solliciter tout le temps. On a fait plusieurs représentations. Elles ont donné. Puis là, on dit, vas-y, là, dis-le, là. On l'a fait. Mais la plupart d'entre elles, maintenant, lèvent leur voix encore plus haut. Là. Donc, Ananish McKenzie, elle est la porte-parole du réseau jeunesse de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Car je l'ai connue, elle était toute. Le théâtre, c'est fabuleux. Donc, une autre approche vraiment importante dans le monde du théâtre autochtone, il y a peu de choses en théâtre autochtone quand même, mais d'avoir fouillé ça, c'est très intéressant. Convoquer nos rêves et visions à travers la dramaturgie du mythe, donc de ramener les histoires de création. Il y a d'ailleurs une grande exposition qui va porter là-dessus là, au Québec, sur la Biennale d'art autochtone, là, qui va être vraiment sur tisser les cosmovisions. L'idée de cosmocentrisme, là, comparativement à l'anthropocentrisme, là, ça, je pourrais aussi faire une grosse présentation là-dessus, mais donc de se sentir comme une étoile dans le centre de parmi l'univers et non, genre, ça part tout de moi, là, comme l'anthropocentrisme. On se délocalise beaucoup. À ce niveau-là, ça va tout le monde? Vous me suivez. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc, connexion à nos cosmovisions, le projet a permis de ramener plusieurs des histoires de création, de les tisser, de voir ce qui les rallie, ce qui les distingue. On a vraiment beaucoup partagé ça. Et il y a un déploiement d'une esthétique qu'on va appeler esthétique du sacré. Ça, c'est Yves Siwi-Durand, grand dramaturge de la troupe Ondina, qui est le frère de Guy Siwi-Durand. Donc, 2 grands hommes de théâtre autochtones de renommée internationale. Donc, c'est sûr que ça va faire fi de leur contribution dans le projet, même si j'avais une perspective féministe. J'en ai pas trouvé. Carreta aussi, c'était, à part, c'est ça, toutes les magnifiques femmes de théâtre autochtones en ce moment qui prennent place dans l'espace public
Alors, il y a cette idée de quête de soi, de l'autre et des mondes naturels visibles et invisibles, comme je disais. On arrive plus dans le concret, je pense, de la démarche, là. Donc, ça, c'est au départ, c'était ma fleur des dimensions du mieux-être. Donc, je suis partie un peu avec ces indicateurs-là. Là, je ne vais pas présenter la roue de médecine aujourd'hui, mais il y a plusieurs représentation du cercle de vie ou de la roue de médecine chez les premiers peuples. Les dimensions ne seront pas à la même place pour tout le monde, les couleurs, les représentations. Ça ici, c'est vraiment, ça a fait l'objet de plusieurs consultations. Puis, il y a eu comme un peu un consensus que j'adoptais cette représentation-là, qui est beaucoup utilisée, admettons, par les Anishinaabe, les cris. Donc, et il y a plusieurs, en ce moment, outils de sensibilisation qui se sont basés sur mon modèle un peu, ou parce que je faisais partie des comités. C'est comme, ça a été validé, ça a fait du sens, donc là, on peut faire du pouce un petit peu là-dessus, mais vraiment bémol, parce que tout peut changer, il n'y a pas rien de figé. Et c'est ça, c'est une représentation parmi tant d'autres. Alors, moi, c'est ça que j'ai le savoir, le savoir-faire, le savoir-vivre ensemble et le savoir-être. La roue de la vie, c'est l'enfance, l'âge adulte, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge d'aîné. Donc, c'est des cycles de 13 ans dans la roue de médecine. Il y a des éléments de la nature qui sont reliés. Là, je peux pas parler de tout ça, mais les mots qui sont dans les pétales, ils s'adressent ici. Puis c'était vraiment ce qui était ressorti dans une recension de tout ce qui se fait un peu dans les écrits scientifiques sur la roue de médecine. Donc, à l'Est, souvent, on va parler de la langue, des cultures et des traditions, donc la revitalisation de la langue, tout ça. L'aspect plus cognitif aussi. Au Sud, c'est plus les mondes naturels, la terre et le territoire. À l'Ouest, le monde des gens, la famille, les nations, les relations. Et au Nord, la spiritualité, mais aussi tout ce qui était créativité. Dans ce doute, tout ça, ces idées-là pour les ramener, les incarner dans la matière. Donc, c'est un peu le cadre du départ qui a changé. Donc, on peut... Donc, le déploiement d'une méthodologie relationnelle, tranquillement, qui se dessine à travers ça. Comme je vous ai dit, ce projet-là est basé sur des relations. D'ailleurs, je salue Aveline qui m'a aidé dans une relation de cœur. Aveline qui a tricoté avec moi aussi certains aspects, puis qui est avec moi pour me soutenir depuis le début. Merci. Qui est avec un étudiant en études autochtones à Toronto, qui sont bien avancés. Donc, l'idée de recherche autochtone, une épistémologie décoloniale. Décoloniale, c'est un grand mot. Donc là, on modère nos ardeurs. Là. On dit qu'on fait chaque petit pas compte dans cette entreprise-là. Et surtout, je me suis conformée, mon projet a été révisé par Femmes autochtones du Québec. Donc, c'est les lignes directrices de la recherche par, pour et avec les femmes autochtones rédigées principalement par Suzy Basile, dont je vous parlais tout à l'heure, et toute une équipe autour d'elle. Donc, ça stipule, si je le résume, que les étudiantes doivent être impliquées les participantes dès le début, avant la décision du thème et de l'objet de recherche, jusqu'à la fin, à la diffusion et à la validation. Donc là, on a publié dans Percé, là, on publie les textes originaux. On a un projet avec Anenorak, la maison d'édition autochtone, pour publier les textes théâtraux. Donc, ça puisse que c'est bien mieux pour la famille recevoir un beau livre que de lire une thèse. Donc là, j'essaie de vulgariser toujours. La vidéo documentaire avait cette visée-là. La pièce de théâtre aussi, là, c'est vraiment des méthodologies créatives. Là, j'avais les mononcles, les parents, la famille. Puis notre plus gros succès, je pense, c'est quand on a présenté la pièce de théâtre pour le colloque de la persévérance et de la réussite scolaire chez les premiers peuples à l'Université Laval. Donc, toutes les grandes pointures de l'éducation autochtone au Québec, des 11 nations, mais aussi du Canada, il y avait même du monde à l'international, étaient dans la salle. Et donc, les parents aussi. Donc, tu sais, moi, il n'y aurait pas pu avoir de plus grande confirmation de ce projet-là que de voir pleurer Loretta Robinson, qui est comme mon idole, qui est une NASCAPI qui a créé la compétence 15. Là, c'est elle qui a dit qu'il faut inclure les perspectives autochtones dans la formation et l'enseignement. Donc, Loretta est inspirante, c'est notre muse. Et là, elle regardait ça, puis elle pleurait. Donc, ça, moi, après ça, la thèse, bon, c'est comme si j'essaie de terminer, mais pour moi, c'était ça. Ce moment-là est gravé, c'est lui qui était le plus significatif pour les personnes étudiantes, pour moi, pour les relations. Donc, gros mot, là, recherche action écoféministe basée sur l'éducation théâtrale.
j'essaie d'amalgamer différentes approches en recherche. Donc, la recherche-action, quand même, le modèle tient la route. Recherche basée sur l'art, puis la recherche féministe participative. Bon, un genre de mixture de ça qui, tranquillement, crée... une des choses importantes, là, les premiers dialogues, l'implication des instances, c'est que au départ, je voulais que mon projet soit écoféministe. Okay? J'étais bien motivée avec ça. Je ne pouvais pas plaquer une thématique auprès des personnes étudiantes. Les étudiants disaient, hey, on va travailler ensemble votre relation au territoire, l'espace vide de Peter Brook. C'est là que je suis rentrée dans cette idée qu'on doit laisser l'ouverture à tout ce qui peut émerger. Donc, dans un cercle, tout le monde est à égale distance du centre. C'est une citation de Coco Diane. Donc, cette idée d'équité, de la relation, de co-construction non hiérarchique. Bon, je suis facilitatrice, mais elle porte des savoirs et des sagesses incroyables. Qu'est-ce qui va émerger? Tu sais, souvent, je faisais des blagues, ils auraient pu décider de vouloir parler de Disney World dans leur création. Ça, là, je les aurais accompagnés. Mon petit doigt me disait qu'il y aurait sûrement des revendications qui sortiraient. Et bon, l'hypothèse a été bien confirmée, mais j'ai aimé me laisser. Et ça faisait peur à ma directrice principale, pas Anaï, parce que c'est un créateur, il le savait. Mais ma directrice était là. Mais là, voyons donc, il faut que tu expliques tous tes thèmes. C'est quoi que tu vas faire avec eux? Moi, j'expliquais, ben non, moi, je suis enseignante en art dramatique, donc je sais qu'on propose des choses, mais après ça, on fait du pouce sur ce qui est proposé, puis là, c'est là qu'on a du matériel avec lequel créer. Donc, il y avait toute cette notion-là de lâcher prise, de se lancer dans le vide, puis pour les participants, c'était quand même quelque chose. Faire du théâtre, tu sais, il y avait des petites expériences de pratique artistique, la plupart d'entre elles, mais pas de dire, hey, j'ai déjà beaucoup d'expérience comme comédienne, là. T'en avais pas. Donc, il y avait cet aspect-là de dire comment elles vont aborder cette bibite-là, qui est le théâtre, mais elles avaient tous la volonté d'essayer. Puis les premiers jeux dramatiques, c'était comme, Robert doit vivre avec ses premières années, c'est comme, bon, il y a un petit froid. Après ça, c'était elle qui animait les jeux, là. Puis là, c'est, OK, il propose. Puis là, on a comme décolonisé plein d'activités d'art dramatique qui se retrouvent dans un répertoire là, d'exercices théâtraux qu'on a créé. Donc, c'était vraiment, OK, nous autres, c'est plus ça qui fait sens. Donc, c'était très intéressant d'aller voir s'approprier le matériel et la didactique de l'art dramatique en tant que tel. On peut aller à la suivante. J'arrive. Y a-t-il des questions? Pas de questions, c'est clair. Vas-y, Maud. Je pourrais attendre à la fin aussi, là. Mais, parce que c'est une question un peu pratique, mais ça rentre aussi, je pense, ça met en relief comment ça rentre justement en conflit avec des structures préétablies. Comme tu nommes, là, il y avait une réticence, mais là, tu peux pas y aller puis avoir un vide, tu sais, dans le sens où quand on soumet des projets, mettons, pour faire financer un projet de collaboration, là, il faut soumettre le projet. Mais quand on soumet le projet, on n'a pas le financement, on n'a pas ça pose un défi, puis à nous-mêmes aussi, là, de dire si on commence dès le début, ça veut dire qu'à la rédaction des premières demandes de financement pour le projet, on collabore déjà. Exactement. Ce qui est quand même une swing. Je fais plein de formations pour les comités éthiques de recherche, là. Pour l'éthique. Puis après ça, les étudiants déposent des projets. Moi, je dis, demande-moi quand tu veux déposer ton projet, je vais t'aider. Puis qu'est-ce que tu penses qu'ils ont dans leurs recommandations des comités? Appelez Patricia. Ça revient à moi, c'est comme une roue sans fin, mais oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les relations doivent être déjà établies. La demande de subvention, elle arrive à l'étape 8. Là, j'ai un canot là, qui fait un chemin sur une rivière qui explique la recherche autochtone, la recherche collaborative. J'ai un collègue qui me dit, moi, je fais pas de recherche autochtone, il est super connu dans le monde. Il a créé le Centre de prévention du suicide à Ouahat avec les Inuits. Il dit, non, moi, j'ai une expertise sur le suicide, admettons. Et là, c'est les Inuits qui sont venus me chercher, admettons, pour dire, hey, on pourrait-tu travailler ensemble? On dit, moi, je fais pas de recherche autochtone, je fais la recherche, mais si une organisation autochtone veut vivre avec moi, qu'on collabore, mais là, je m'implique et je m'investis. Donc, finalement, il fait presque juste ça. Mais quand on lui a demandé, et toi, quand tu fais de la recherche autochtone, sa réponse a été non, je fais pas de recherche autochtone. Fait que c'était vraiment intéressant de voir sa posture. Ça m'a beaucoup interpellée. Mais oui, c'est ça, c'est complexe. C'est complexe. Puis moi, c'était très compliqué. Là, on voit là, donc trouver les personnes étudiantes. Est-ce que ça me prenait une approbation éthique de tous les conseils de bande? Elles étaient majeures. Donc là, ça me prenait des approbations éthiques des cégeps, mais aussi, j'ai travaillé avec le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, la chaire Réseau Jeunesse, volet Jeunesse autochtone, où ils n'étaient pas participants, mais ils ont quand même révisé le protocole.
C'est tous des gens qui ont été impliqués de part ou d'autre pour réviser la demande. Ça tient-tu la route? Est-ce que c'est justement éthiquement? Est-ce que ça répond au principe de la recherche autochtone? Donc, c'est sûr que c'est quand même assez complexe, là. C'est pour ça que les gens, je leur mets des balises claires pour qu'ils comprennent que c'est pas justement un échéancier, là, de dire, j'en ai qui me disent, OK, là, j'ai de l'argent, là, faut que j'inclue les perspectives autochtones, là, je m'en vais où, quand? Avec qui que je fais, puis là, il faut que ça soit fini dans 2 mois. Tu sais, j'en reçois tout le temps des demandes comme ça, donc ce n'est pas... Et moi, il y a eu la pandémie aussi à travers ça. Donc, 2 cégeps, Garneau et le Chamberlain's College Lennoxville. 8 étudiantes et 1 étudiant qui était un féministe qui a grandi avec des femmes, qui a été élevé, il y a que 4 sœurs. Sa coucou est décédée pendant le projet. Les données de William, je peux toutes les nommer, ils veulent tous que je les nomme, sont pas analysées à cause de la perspective féministe, mais elles font partie du projet de création. Alors, il y a le projet de création et il y a le projet de recherche. Ça aussi. C'est 2 choses qui coexistent et qui se maillent ensemble. Donc, quand même 8 nations représentées sur 11. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une nation des États-Unis. Les Penobscot, c'est la nation Wabanaki, mais aux États-Unis. L'une de mes collègues. J'avais les agentes de soutien. J'en avais une qui était Penobscot, justement, Lois Dana, et une qui était alloctone, 2 qui étaient allochtones, en fait. Une qui travaille à Matimekouche-Lac-John et qui travaille depuis 20 ans avec les Inuits. Elle avait vraiment la vie étudiante autochtone à Garneau, là, ça groove. Donc, on a vécu 10 ateliers, il y a 2 œuvres, plusieurs événements. Je vous l'ai dit, peut-être ça c'est important. Les étudiantes recevaient un cachet donc ça a été un incitatif aussi. Et c'est dans une visite de réciprocité. J'ai eu une bourse de l'Association canadienne de recherche théâtrale dans laquelle j'ai défendu le fait que moi, mes participantes étaient des comédiennes en devenir, qu'elles étaient des artistes qui s'impliquaient dans un processus et qu'elles devaient être rémunérées tout au long. Donc, pas rémunérées pour le projet de recherche, mais rémunérées pour le projet de création. C'est comme ça que j'ai tweaké. C'est ça qui s'est passé. Et donc, elles ont reçu un certificat, c'est dans leur CV. Elles ont plein de publications scientifiques. Ils sont comme, on met leur nom, ils révisent, OK. Je suis partie de ce qu'elles ont dit, OK. Donc, c'est comme, hey, écoute, à 21 ans, avoir des chapitres dans des ouvrages internationaux, c'est pas pire. Moi, je me dis, ça peut les propulser. Continuons. Puis elles m'ont tellement appris aussi, donc c'est toute une réciprocité. Donc, Indiane Ashish de Wemontashi, Kananish Mackenzie de Matimekouche-Lac-John, Hilary Nolin de Pessamit, William Bacon-Hervieux de Pessamit. Donc, les jupes aussi à ruban ont été fabriquées pendant le projet et on a reçu des enseignements de India. Sa mère, c'est la première femme chef à Tikamek de Wemontashi, Viviane Chilton. Donc, c'est ça, c'est vraiment, il y avait tous des parcours et des vécus tellement inspirants. Et l'affiche a été créée par Hilary. Donc, ça, c'était le spectacle que je vous ai dit qu'on a fait au colloque de la persévérance. Donc, on peut avancer. Et ça, c'est les 5 filles du projet Healing the Next 7 Generations. Le projet était bilingue aussi, et les langues autochtones. On a un glossaire de toutes les langues autochtones qui s'y retrouvent. Donc, voici la création qu'on a fait. Donc, je présente Sabrina Marcotte, qui est de la Han First Nation du Yukon. Mia Tenasco, de la famille Tenasco de Kitigan-Zibi, Anishinaabe. Alissa Bossum, ma famille Bossum. C'est des familles de Ojibwe. Juliane Volant. Vous connaissez peut-être Florent Volant, c'est son nom. Donc, de Wafat Macmanu-Tenam et Aurora Daily-Boost de Ganawagi. Ganyangaga de Ganawagi qui ont participé au projet. Là, le lien il est en haut, mais ce que je propose, là, c'est de vous partager le lien après. Puis là, vous écoutez ça, là, si vous voulez, là, ce soir, parce que la vidéo est très... là, il a été soumis à présence autochtone. On va voir si... il passe pour cet été, mais la vidéo, j'ai eu la chance de travailler avec une productrice super habituée de travailler en contexte autochtone. Là, Myriam Leblond est à la fabrique culturelle, mais vraiment, c'était toute une aventure. Maintenant, on a beaucoup pleuré dans cette réalisation-là, puis le rendu est assez magnifique, avec les voix d'Ivy dedans. Donc, c'est une belle collaboration, on peut avancer. Donc, voici le modèle. Pour l'instant, ça s'appelle cycle de... ça, c'est les stratégies qui ont sorti du projet. Donc, il y a des stratégies et ensuite, elles sont combinées dans le grand modèle. Donc là, je vous amène comme dans une construction progressive vers
la contribution de ma thèse, finalement. Donc, 13 clés, 13 lunes, ceux qui connaissent le calendrier lunaire et le lien avec les femmes. Donc, c'est les étudiantes aussi. Le chiffre 13 était très important dans le projet. Puis, on essayait d'amener, tu sais, là, je pourrais vous parler tellement longtemps de tout ce qu'on a fait dans les exercices, mais il y avait des rituels d'ouverture et de fermeture qu'elle proposait. Il y a eu la place des chants et des danses traditionnelles dans les œuvres. Tu sais, vraiment, les traditions ont pénétré le théâtre, tu sais, si je peux dire, là. C'est vraiment comme, OK, mais ça, ce jeu-là, mais là, on peut faire ça. Je donne un exemple. Un jeu d'impro, les mots liés. Quand on fait juste les mots liés, là, on est en cercle, je dis le premier mot, tu dis le premier auquel tu penses, là. On faisait ça, mais là, naturellement, là, ils se sont mis à nommer des mots dans leur langue qui sortaient. Donc là, même si on comprenait pas entre l'Atikamekw, l'autre langue, c'est comme, OK, moi, j'entends ce mot-là, moi, c'est ça que ça résonne en moi. Donc là, juste cet enregistrement-là est devenu une partie de la trame sonore qu'Aveline a aidé à mettre en place. Donc là, mettons, on disait territoire avec le Nutchemit, Notchemik. Là, on nommait les territoires dans toutes les langues, par exemple. Et là, on a créé une scène qui s'appelle Voix des ancêtres, qui est dans le Matetuhan, dans le Sweat Lodge, dans lequel elles entendent les voix des ancêtres. Puis là, on a appelé les grands-mères et les mamans qui ont tout enregistré, les voix. Donc là, on a tout mis ça ensemble et on a créé une trame sonore avec un fond. Donc, c'est juste ça. C'est une œuvre en soi, là, cette trame sonore-là qu'Aveline a aidé à faire la technique parce que j'étais comme plein de morceaux d'enregistrement. Alors, vraiment, là, tu sais, ça résonne, ça c'est une partie de ces clés-là. On peut aller au suivant. Donc, voici le modèle. Donc, il y a 13 stratégies de théâtralisation de récits de vie. Puis, je pourrais vous l'envoyer. Donc, les 13 lunes, et il y a 4 phases. Donc, la phase de semence, la phase de gestation, la phase de délivrance et la phase de décantation, qui représente les phases de la lune, que vous connaissez. Donc, les stratégies, ça part vraiment d'établir un rituel d'ouverture ensemble. Et ensuite, on exploite. Donc, si je vous les lis, puis là, je vais me promener un petit peu partout encore, là. Donc, déterminer les récits à théâtraliser. Ensuite, on les tisse ensemble. On infuse des techniques théâtrales. La stratégie 4. Là, ça, il y a 20 pages par stratégie là, dans la thèse à peu près. Mettre en voix les récits de vie. Donc, là, tout le travail de mise en voix, un coup qu'on a fait nos choix artistiques. Ensuite, on met en scène nos récits de vie. Donc, la récit de vie théâtralisée. Donc, c'est ça qu'on partait toujours de soi. Je vais essayer de trouver une façon qu'on puisse le mettre quelque part. Donc, ensuite, on place les éléments scénographiques. Placer les éléments scénographiques. Ensuite, on livre le récit de vie en offrande au public. Ensuite, il y a le public qui reçoit, la réception du public. Donc, il y a comme je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais c'est le travail avec le public. Raisonner avec l'auditoire. Raisonner avec l'auditoire. On raisonne avec l'auditoire. Ensuite, on va faire de la pédagogie inversée là. Intégrer l'expérience théâtrale. Quand on intègre, là, c'est les entrevues, les cercles de discussion finaux à la suite du projet. Donc, il y a eu des cercles de discussion et des entrevues individuelles qui ont permis là, de colliger et de documenter, dans le fond, l'expression d'apprentissage liée aux 4 dimensions du mieux-être des participantes. Donc, on regardait, la porte de l'Est, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des langues. Qu'est-ce que le projet a aidé à mettre en place? Au niveau des traditions. Les nommait la porte du Sud, au niveau du territoire, au niveau de qu'est-ce que le projet a apporté pour vous? Comment vous l'avez vécu? Porte de l'Ouest, au niveau des relations, de la guérison. Qu'est-ce que ça a apporté pour vous? Et au Nord, au niveau des spiritualités. Spiritualité qui n'est pas connotée, qui est vraiment ouverte. Du sens où il n'y a aucun dogme qui a été partagé là. Et ensuite, diffuser les récits de vie, bien sûr, et fermer le cercle. C'est plus fermé maintenant, ça s'appelle libérer le cercle en gratitude. Je ne voulais pas fermer le cercle. Adeline, elle le connaît bien. OK, on va passer au suivant, les phrases, puis après ça, j'essaierai de le trouver peut-être pendant les questions vite, vite. Donc, quelques résultats. Et là, c'est là que j'arrive avec mes justices. Donc là, à l'Est, les savoirs. Donc, la porte plus cognitive. Donc, c'est la justice épistémique
qui se dégage de là. Donc, voici les filles, ce qu'elles ont dit, un peu en lien, quelques extraits seulement. Notre création permet de partager nos traditions et de faire entendre nos belles langues. Ma mère et ma grand-mère m'ont transmis beaucoup de choses que j'ai pu intégrer dans la création. We have so much to say, it feels good to have a place to do it. Hopefully people will start listening. I'm going to keep on doing that from now and on in my life, speaking my language and raise my voice for my traditions because it felt really good. C'est assez clair. La justice épistémique, et là, il y a des figures archétypales féminines qui ont ressorti de chacune des portes. Donc, à l'est, c'est la guide. Et là, Néhi était là, c'est pas l'enseignante, il faut décoloniser ce mot-là. C'est devenu la résurgence de la guide. Donc, comme je parlais de mes R tout à l'heure, donc la justice épistémique est portée par l'archétype féminin de la guide qui amène la résurgence. À la fin, je rassemble ça tout ensemble. Donc, pour la prochaine porte, nous voici au sud. Ah, une autre. Regardez, ça, c'était un texte aussi qui était nommé par les aînés en enregistrement. Et là, on a mis « N'oublie jamais d'où tu viens, préserve ta langue, sois fier de qui tu es, marchons ensemble ». Donc, ce texte-là était projeté sur scène pendant une des scènes. Au niveau de la relation au monde naturel, au territoire, donc les injustices environnementales sont ressorties beaucoup. Elles avaient beaucoup à dire. Donc, coupe à blanc, il y a un slam là-dessus. L'extractivisme minier, là, il y a toute la poussière rouge, et comme notre ambiance dans une des scènes, parce que à Matimekouche, il y a tellement de poussière que tout est recouvert, puis les gens ont des problèmes à cause des mines. Donc là, pour Cananiche, c'était vraiment important de dénoncer ça. Donc, la poussière rouge des mines est devenue vraiment comme quelque chose. Là, on a mis de la fumée avec un éclairage rouge, puis là, elle marchait là-dedans, puis c'était parfait. Là, elle voulait amener cet effet-là. Le manque d'eau potable est nommé aussi dans les communautés, la crise climatique et la route des caribous. Elle nous dit, une des étudiantes dans le texte, même le Attic a perdu le nord. Ça, c'est dans son slam. Fait que le Attic, c'est le caribou en Ascapi, puis en Inouémoun. Comment nos enfants feront-ils pour respirer lorsque tous les arbres seront coupés? Ça, c'est une diète Atikamekw. On sait qu'il y a beaucoup de coupes à blanc puis qu'il y a beaucoup de revendications chez les Atikamekw. Donc, c'était très lié avec leur vie de leur communauté, là, les enjeux qu'elles ont abordés. Moi, je vois les Autochtones comme les guerriers de la terre. Il faut protéger nos territoires. C'est notre responsabilité. My people has been fighting to protect our land, to get it back. I'm following their steps by denouncing it here. Aurora. Donc, on voit bien que c'est la justice environnementale et la figure archétypale féminine et la guerrière qui apportent l'idée de résistance. Donc, c'est vraiment dans l'analyse, c'est ce qui ressort. C'est un peu les conclusions de la thèse, finalement, aussi avec ça. Alors, la suivante. Ah, c'est des éléments de décor. Donc, les offrandes de tabac, les bois, le maïs qui était très important pour certaines des participantes, un panier de vannerie, la sauge, le foin d'odeur. On a réussi à fumiger dans les spectacles. Donc, au niveau du savoir-vivre ensemble, les injustices sociales sont ressorties très, très fortes dans les créations, surtout dans la vidéo documentaire. Je dirais que la pièce de théâtre, Aveline va peut-être être d'accord, parle beaucoup plus de justice environnementale et que la vidéo documentaire, c'est plus justice sociale. Donc, les enfants des pensionnats, les femmes autochtones disparues, assassinées, la stérilisation, tout ça est ressorti dans les créations. C'est des thèmes qui sont abordés là, explicitement, sans que j'aie forcé ou dit. C'était mon intuition, c'était comme on faudrait parler de ça, c'est sûrement de ça qu'on va parler, mais c'est tout ça qu'elle voulait dire, finalement. Chaque personne a pu partager les injustices qu'elle vivait. Je pense qu'avec ce projet, on s'est développé une passion pour défendre nos droits. C'est une belle réponse. I wanted to raise awareness and speak out for all those Indigenous women that were left missing without care from the authorities. Donc, les femmes autochtones se faire assassiner. We are fighting to have a future, to be sure of having a future. Donc, c'est cette idée-là de justice sociale. Donc, ce qu'on a mis là, j'ai pas mis tant d'items en lien avec la guérison, mais il y a aussi beaucoup de ça. Donc, c'est pour ça que la posture qui est ressortie, parce que là, j'ai vraiment essayé d'aller plus dans l'injustice sociale là, parmi cette porte-là. Mais dans la porte de l'Ouest, il y a 4 indicateurs. Il y a 4 indicateurs par porte. Il y a 16 indicateurs. Ça, c'est les pôles du Matetuhan, du Sweat Lodge. Fait que il y a 16. Dans un Sweat Lodge traditionnel, il y a toujours 16 poteaux. Il y a certaines traditions qui en ont 12. Mais donc, c'est ça aussi, il y a toute une logique
un tissage, comment dire, l'analyse décoloniale de données demande de faire des liens avec les repères traditionnels. Donc, c'est ça aussi pour ça, les lunes, tout ça, d'aller faire des liens. Ça, c'est des étudiants qui ont co-proposé ça avec moi. Je voulais pas imposer de représentation. Là, les 13 lunes, elles aiment ça, les 13 lunes. Donc, vraiment, la résilience est très, très forte aussi de ces jeunes femmes-là, tellement sages. Ils ont toutes des aînés. J'ai pu voir leur diplomation, puis j'ai pu rencontrer toutes les mamans. J'ai des photos aussi avec les mamans. Très beau. Une dernière porte. Là, on a William, qu'on voit. Il était le gardien de feu. C'était ça un peu son rôle. Donc, on voit aussi des éléments naturels. On avait du sapinage dans les mains des branches de sapin, puis on arrivait en danse de power au début avec un chant Remember Me, pour ceux qui le connaissent. Donc là, il y avait comme toute l'idée de espèce de rituel dansé à 4 là, pour amener le sapinage pour créer le tapis de la loge au sol. On peut passer à la suivante. Donc, la relation au monde invisible. Nous sommes toutes connectés par nos croyances et notre spiritualité. Ça fait du bien de l'exprimer. I'm grateful for this experience. Allow me to find back the creation story of my nation. Il y avait juste Sabrina, parce que sa mère a été adoptée, qui connaissait pas son histoire de création. Mais les étudiants sont tous allés questionner leur famille, leurs parents pour s'assurer d'avoir la bonne version. Parce que, mettons, la création du monde Anishinaabe, tu trouves en ligne dans des albums jeunesse, c'est pas pareil que celle qui est racontée par Cheryl Tenasco, la femme médecine de Kitigan-Zibi, là. Donc là, il y a eu tout on voulait s'assurer de partager une bonne version, puis le caractère sacré aussi et garder de ces histoires-là aussi devaient être préservées. Des histoires qui ne se transmettent que par l'oralité. Tout ça, tu sais, donc la Cree Creation Story de Cree Creation Story a jamais été écrite et elle dure 7 jours. Juste pour vous dire, ça, on le dit dans l'œuvre, mais donc on partage des brides sans livrer tout un savoir. C'est important pour les filles aussi. Je voulais montrer comment les femmes sont sacrées dans nos communautés. Donc, l'idée de sacrer. Et I create to honor and commemorate the ones that suffered from colonialism and that can't express themselves anymore. Ça, là, ça tue vraiment, là. Je veux utiliser ma voix pour ceux qui ne peuvent plus, là. J'ai ça vraiment plusieurs fois dans le projet, dans toutes les dimensions. Ça revenait vraiment. Donc, là, c'est là que j'étais comme, wouh, j'ai pas eu un petit buzz avec la justice ontologique. Je suis en train de développer ça. C'est pour ça que je parlais donc, la gardienne du sacré. Donc, c'est toutes des G aussi, hein, la guide, la guerrière, la guérisseuse et la gardienne du sacré. J'aime ça, les couleurs. J'aime ça quand ça fit. Mais, donc, la justice ontologique, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de l'idée de spiritualité, de sacré ou de métaphysique, qui est le rapport à l'être. Donc, on avait le savoir-être, vous vous souvenez, à la Porte du Nord. Donc là, je suis en train d'explorer en ce moment la correspondance de ce concept-là qui n'existe, des justices ontologiques, j'ai jamais vu ça. Et là, c'est pour ça que j'arrive avec ma justice holistique, parce que je me dis, bon, ben là, il y a toutes ces parties-là de justice qui coexistent dans une création comme ça. Puis ce modèle-là permet de mettre à jour ces expressions de justice-là nécessaires. Et donc, c'est pour ça là, que là, j'arrive avec cette proposition-là qui est encore un peu fraîche dans ma tête. Donc, voilà. Ça. Vous n'avez pas vu le projet des lunes, mais là, c'est ça, c'est ce que j'ai fait récemment, qui va continuer à cheminer. Et je serais bien ouverte à entendre vos perspectives, mais c'est intéressant parce que c'est assez facile à comprendre aussi. Puis ça peut, avec les indicateurs que j'ai proposés, ça nous mène, si on suit les stratégies, en les transférant à d'autres contextes, là, c'est la grosse question. Est-ce qu'on peut reprendre mon modèle avec des non-autochtones? Ça serait quelque chose à discuter aussi beaucoup. C'est certain qu'on n'est peut-être pas rendu là. Le déploiement des réalités contemporaines va certainement nous amener vers ça. Pour l'instant, le regroupement des centres d'amitié autochtones est en train de créer une fiche pédagogique. J'ai fait une présentation au regroupement des centres d'amitié autochtones du Canada. Il y en a 100. Donc, tous les intervenants ont suivi ma formation pour pouvoir animer des ateliers. L'Institut Chagapèche aussi, qui est l'Institut Innu culturel, m'ont demandé de développer, de former des conseillères pédagogiques pour qu'elles puissent elles-mêmes se promener dans les écoles sans être spécialistes en art dramatique, mais au moins prendre une petite partie du modèle pour le faire vivre avec les étudiants, les étudiantes dans les communautés, pour prévenir et contrer aussi les discriminations qu'ils peuvent rencontrer aussi, puis nourrir leur fierté identitaire, tout ça, là, toutes des valeurs qui sont importantes. Mais oui, certainement, les principes et fondements des pédagogies des premiers peuples peuvent inspirer et peuvent être
ramener, puis ça, ce serait une autre grosse discussion entre l'appropriation et l'appréciation culturelle. On pourrait avoir cette conversation-là. Ça fait partie aussi de mes réflexions. Puis je pense qu'il en reste une ou deux, puis il doit être l'heure. Hein? Pas pire, hein? Donc, je continue. Ça a rayonné beaucoup. Il y a plusieurs. C'est comme ça. Aucun rapport, le nombre de publications qu'il y a sur la thèse alors que la thèse n'est pas déposée. Donc là, je suis comme, il faut qu'on arrête ça. Et donc, même aussi les conférences comme aujourd'hui qui font en sorte que, bon, mais c'est super. T'sais, pour moi, le projet a rayonné. L'objectif premier est atteint depuis longtemps déjà. C'est d'avoir créé ces œuvres-là qui ont dépassé mes attentes, mais 100 000 à l'heure et surtout post-pandémie. Et l'anecdote drôle, c'est que j'étais comme, comment je vais faire? Je vais certainement pas faire du théâtre avec des masques ou bien en ligne sur Zoom. J'ai tout créé le protocole de recherche à distance. Parce que c'est comme si la pandémie, elle se réglera pas. Et là, ça n'a pas de sens. Premier atelier, je rassemble les filles, puis William à Garneau, on arrive, on pogne toute la COVID. C'est la première fois que je l'ai pogné, la seule fois. Fait que là, ça aurait pu faire tomber le projet, là. On s'en va faire du théâtre, on connaît pas la madame, on arrive, puis là, tout le monde tombe malade. Non, mais finalement, ils sont tous revenus. Il y a personne qui a lâché en cours de route. Puis ils disent, au début, on se demandait, mais ils ont vu quand même assez vite que mon chemin de vie ou mon approche permettait de créer. Il y a vraiment comme une... Maintenant, je fais des lifts à Québec, ils me textent, là, tu connais-tu quelqu'un qui s'en va à Ouattara? OK. C'est vraiment devenu des relations au-delà d'une recherche. Puis ça aussi, il y a des gens qui disent, ben là, tes données sont collectées, analyse tes données. Non, la relation est plus importante pour moi que l'analyse des données. Ça aussi, là, je pense que ça fait partie de la perspective décoloniale. Donc, un modèle transférable, une participation au grand mouvement de vérité, réconciliation. On parle plus de rapprochement, de réparation. Réconciliation, c'est un terme galvaudé qui suppose un conflit dans le passé qu'on essaie de réparer dans deux parties égaux. C'est pas ça qui est arrivé. Puis c'est aussi d'une étymologie cléricale, là, faire pardonner nos péchés à Dieu. Réconciliation, on l'utilise un petit peu moins. Mais donc, c'est un peu la contribution. Et je pense qu'il en reste une petite dernière. Je vous ai mis plein d'albums jeunesse sur l'éducation relative à l'environnement et les enjeux des premiers peuples. Donc, si vous ne les connaissez pas, c'est mes coups de cœur. Et ça ici, le projet La Terre comme école de l'UNESCO là, qui justement légitimise l'apport des savoirs et perspectives des premiers peuples dans l'éducation relative à l'environnement et l'éducation en plein air. Là, c'est vraiment un document fort, super bien documenté, international. Et c'est ça c'est Joséphine Mandamine, que j'ai marché pour l'eau avec. Ça, c'est Mélissa Molène-Dupuis, notre chimiste sur le territoire, avec Élise Gravel, les enfants traitent vraiment. Elle habite à Granby, près de chez moi, puis on est dans Mère au front, les deux. Ça, je l'ai pas dans un, je suis aussi Mère au front. Celui-là, il est percutant. On l'utilise beaucoup dans les cours au BES, surtout au bac en enseignement secondaire. Celui-là aussi, Greta avec Automne ensemble. Donc, c'est justement là, montrer cette nécessité de marche commune, de rencontre et de rapprochement. Puis là, Phyllis Webstad, parce que c'est toutes des femmes, c'est une autrice. Phyllis Webstad, c'est une survivante des pensionnats qui a créé le mouvement Chandail Orange. Et donc, elle a produit plusieurs livres qui permettent d'amener ces savoirs-là dans les écoles. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, ce que vous aurez retenu sera rentré dans votre cœur et que vous puissiez vous engager, vous aussi, à faire un petit pas, peu importe quel il est. Je demeure disponible pour vous écouter et vous outiller. Puis je vous remercie surtout infiniment de m'avoir écouté. Merci, Patricia-Anne. C'est vraiment super apprécié. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle ou à distance qui auraient des questions à poser à Patricia? Je vois déjà une main qui se lève, deux mains ici qui se lèvent. Oui, Virginie? Moi, merci déjà infiniment. C'est très précieux et très foisonnant. Super, j'ai envie d'en savoir plus encore. Mais je me suis arrêtée en fait sur une des images que tu as montrées à la fin où tu parlais de différentes postures, la guérisseuse, la guide. Est-ce qu'on peut la remettre ou? Oui. Puis je vais essayer, moi, de partager sur le Zoom, là, pendant que vous parlez, le vrai modèle, parce qu'elles sont dedans, ces personnages-là. Elles sont quoi, pardon? Les 4 archétypes, figures archétypales féminines sont au cœur du modèle
C'est ça. OK, super. Ben, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouvais que au niveau, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, ça montrait la diversité des postures en fait, d'une pédagogue, d'un pédagogue. Et puis, je trouvais ça intéressant. Je me demandais si tu pouvais nous en dire plus sur, dans le fond, parce que moi, je peux imaginer des stratégies différentes ou des approches différentes que dans les différentes sphères, les directions que tu apportes. Mm-hmm. Je me demandais, est-ce que tu pourrais comme rapidement, ou en tout cas, non, c'est une question que je me pose aussi. Là, ça m'amène beaucoup de réflexion sur ça, puis je trouve ça vraiment fort que... Sur la roue, là. Ouais, sur la présentation de la roue. mais d'un point de vue pédagogique aussi, il y a différentes postures que tu peux adopter dans une relation avec on va dire, des apprenants ou des personnes, des participants avec qui. Je trouve ça vraiment intéressant de réfléchir à ça, finalement. C'est ce qu'on fait dans le cours Perspective autochtone en éducation. En fait, on voyage autour de la roue. Puis maintenant, dans la plupart des métiers, je fais des conférences beaucoup plus immersives là, que ça. Là, c'était merci de m'avoir écouté. Là, c'est comme dans le monodirectionnel. Mais normalement, c'est vraiment justement qu'est-ce qui se passe avec toi. Tu sais, l'école, la porte de l'Est, c'est grande ouverte. Là. Il y a comme un problème. Peut-être tu peux montrer la dernière diapo que j'avais mis à l'école, la porte de l'Est cognitive, l'apprentissage cognitif prend toute la place, presque. Et les autres sont comme atrophiés. L'objectif de l'équilibre des 4 dimensions de la pédagogie holistique, c'est d'amener cet équilibre-là. Donc, on fait toutes sortes de travail introspectif sur le développement de la posture, d'humilité culturelle pédagogique, mais aussi la posture professionnelle et de l'identité de la personne enseignante. Comment dire, toi, qu'est-ce qui se passe dans ces sphères-là de ta vie? Au niveau des savoirs, au niveau des savoir-faire, au niveau des savoir-être, des savoir-vivre ensemble. Puis là, vous n'avez pas vu, mais dans le milieu du modèle, maintenant, c'est le savoir exprimé. C'est ça qui ressort aussi de la thèse, puis je l'avais pas vu nulle part dans la roue, mais moi, c'est rendu le centre. Tu sais, c'est comme, OK, ben tout ça. Mais comme des fois, on le donne vierge, ce canevas-là, puis là, les gens doivent écrire, justement, on fait toutes sortes d'exercices introspectifs, de réflexion. Tu sais, comme pour trouver l'équilibre dans ta vie. Donc, c'est aussi utilisé beaucoup là en sociaux, c'est utilisé en psychosociologie, mais même la faculté de médecine l'utilise énormément aussi là pour travail social, pour dire comment j'équilibre les parties de ma vie. Mais là, si on pose la question comme pédagogue, en classe, comment mon apprentissage, mes situations d'apprentissage, enseignement peuvent mobiliser l'ensemble de ces dimensions-là. Donc, quand on parle de la Porte du Nord, ça ne veut pas dire d'enseigner des savoirs spirituels nécessairement, mais c'est de laisser place justement à l'intangible, de laisser place à toute la magie du quotidien, mais aussi la créativité et l'imaginaire viennent de là. Tu sais, le monde des rêves, des visions, leur laisser place à la subjectivité aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que ces savoirs-là doivent reprendre leur place dans les classes. Puis Suzy Obom-Sawin, qui est la coprésidente de notre comité institutionnel Premier Peuple, elle a écrit ça dans la presse l'année passée. Il y a de la place pour les savoirs autochtones dans toutes les disciplines scolaires. Donc, c'est pas, j'ai peur. Puis oui, il y a un chemin d'appropriation à faire, de dire, OK, comment j'aborde ça, mais il y a vraiment des bons ancrages pour dire de façon culturellement respectueuse. On veut faire connaître les savoirs. Mais si je reviens à la posture, c'est ça, c'est de questionner, est-ce que ma situation pédagogique fait le tour de la roue de même bien? Est-ce que c'est bien équilibré? Comment je pourrais rééquilibrer un petit peu mon apprentissage? Puis mes personnes étudiantes aussi, les questionner sur leur propre dimension. Donc, c'est comme multidimensionnel, finalement, cette affaire-là, et relationnel. Alors, il y a vraiment moyen d'explorer. Et ça, tout à fait, si on reconnaît, on légitime et on nomme, voici la roue chez les premiers peuples, là, on va faire quelques lectures, on va chercher des recherches fondées et appuyées, puis là, on reconnaît la valeur de ces savoirs-là, mais il n'y a aucun problème à les amener dans sa classe. Les savoirs autochtones aussi. Nicole Obom-Sawin a dit, on a tellement fait de livres, là, on veut pas que ça donne dans la bibliothèque, là, on veut que vous les utilisiez là, dans les classes. C'est ça l'objectif, mais c'est de reconnaître. Si tu ne sais pas d'où vient le savoir, t'es mieux de pas le partager. C'est là la limite entre appropriation et appréciation. Parce que là, ça va être folklorisant, romantisé. À chaque année, je vais au Renaud-Bré puis je ramasse un panier complet d'ouvrages faits en Belgique et en France sur les premiers peuples, puis j'amène ça à la caisse, puis on met des mises en garde. On a créé une clé d'analyse pour déconstruire un peu les stéréotypes préjugés et les termes désuets dans beaucoup de... Parce que les nations reprennent leurs noms. Là, vous avez vu les noms que j'ai employés, là, ça aussi, là. Malécite, ça veut dire non instruit.
Wolastogoyek Wajipeko. Mohawk, ça veut dire mangeur d'hommes. Ganyengehaga. Esquimaux, on le savait, là, on l'avait déjà changé, mais là, tous les noms montagnais, dans le Peguagam Yulnwatch, tu sais, même dans. C'est toujours mieux de connaître la communauté qu'un grand amalgame autochtone qui est comme. C'est pour ça que je dis ça en premier peuple au lieu d'autochtone, parce que c'est un terme très. Les gens sont moins sûrs maintenant. Tu sais, on l'utilise beaucoup comme adjectif. Les cultures autochtones, les perspectives autochtones, mais si on parle des personnes, on va essayer de nommer la nation, la communauté, parce que c'est comme européen ou africain, ou des fois je fais la blague, c'est comme si on disait canadien. Les Québécois, on n'aime pas nécessairement ça, donc on ne veut pas se faire dire ça tout le temps. Mais c'est ça, ça s'utilise vraiment bien, puis il y a plusieurs propositions. D'ailleurs, avec Mélanie qui est là, on a un chapitre qui va sortir dans... C'est quoi le titre, Mélanie? Peut-être que je peux parler. Mais sur les approches éco-sociales, éco-critiques en éducation de plusieurs disciplines et dans celle sur la didactique du français dont je me suis occupée avec une collègue, on amène cette idée-là. Et plus de façon spiralaire. Ça, de lire. Merci. Il y avait une autre question dans la salle. Oui, Garance? Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super inspirant et riche. Et j'imagine que tu aurais pu parler 3 heures de plus facilement. Mais du coup, je voulais revenir vraiment sur la partie production des créations. Si j'ai bien compris, il y a une pièce de théâtre et un documentaire vidéo qui a été produit, c'est ça? Oui. Et moi, j'étais curieuse de savoir un peu plus comment ça s'est passé au niveau du processus créatif avec les participantes et le participant. Comment est-ce qu'ils se sont emparés des outils de création théâtrale et aussi en vidéo, parce que c'est forcément voilà, un petit peu des challenges aussi. Oui. Ouais, j'étais curieuse vraiment d'en savoir plus sur le processus créatif lui-même. Oui, ben c'est ça. Ben les 13 stratégies, c'est vraiment ça qui ressort de qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Puis là, c'est elle en disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait dans les questionnants. Donc, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs jeux d'expression dramatique et petits exercices d'improvisation dirigés brise-glace, tu sais, au départ, pour les rendre justement à l'aise. Mais ce qui est drôle, c'est que presque tout ce qu'on faisait, ça devenait du matériau de la partition qu'on utilisait dans la création finale. Par exemple, on a fait une improvisation intergénérationnelle. Une jouait la grand-mère, une la mère, une la fille. Ces 3 personnages-là sont restés dans la pièce de théâtre. Et donc, c'était un classique de on marche sur une musique et là, quand je fais stop, là, je disais, OK, qu'est-ce que la coco me dit à sa mère? Puis là, on utilisait nega, on utilisait les noms autochtones. Donc là, écoute, il y a des choses qui sortaient dans ces impros-là. Là, OK, je me mets dans la posture de ma coco, qu'est-ce que je veux dire à ma petite fille ou à ma fille? Les choses, ces textes-là, on les a gardés dans ces processus-là. Puis là, après, comme elles avaient confiance que ça a donc bien marché la première fois quand on a fait ces types d'improvisation-là, puis que Patricia nous dirigeait, les guidait. Mais là, après, elles avaient plus de volontariat, de liberté, de fun, de plaisir, de dire, hey, j'explore, je m'en vais, on a fait des animaux, nos animaux gardiens. Tu sais, il y a la fameuse fiche signalétique là, du personnage qu'on fait beaucoup là, en théâtre. Là, pour composer un personnage, c'est très psychologique et physiologique. Ça aussi, on a créé une fiche qui va chercher justement là, si j'étais un animal, quel est mon animal gardien, mon élément. Et là, dans le fond, c'est des enseignements qu'elles avaient reçus de leurs aînés. Là. Elle disait, moi, je suis un enfant des neiges parce que c'est ma coco, mais là, ça, c'est Swabugumut en Inuimun. Puis là, ce personnage-là, ce qu'il fait, c'est qu'il veille. Donc là, moi, je veille, mais j'ai aussi ça. Puis là, il se définissait à partir de leur tradition. Puis ça, c'est pour ça que je parle de récit de vie. Qui suis-je, tu sais, donc on posait vraiment, il y avait des questions en fait, ils ont un cahier de création qui a accompagné le processus tout le long, qui nous faisait voyager dans les portes. Mais là, je n'ai pas parlé, mais il y a les 7 directions, tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas, tout ce qui est au centre. Donc, les ateliers, on nous ont fait voyager à travers ces 7 directions-là. Et ensuite, on était en répétition. Donc, en seulement 7 ateliers, on a été capable de co-construire, puis ça, je ne l'ai pas nommé, mais entre les rencontres, je faisais des fois des petits zooms individuels qui sont tous enregistrés aussi avec certaines des participantes, mettons, pour composer le slam. Par exemple, OK, j'ai de la misère avec mon slam, c'était pas évident quand on le fait. Donc, les scènes ont toutes des noms. Là. Il y en a une comme un seul cœur, engagement poétique, pour toutes mes relations, dans le ventre de terre-mère.
Les scènes ont toutes des noms qui ont été donnés par les participantes. La vidéo, ça, je l'ai pas dit, mais justement, on est inscrit à Champlain's Got Talent. Puis là, les filles, non. Non. On était vraiment quand même pas pire prêtes. Non, là, ça marchait plus. Donc là, on va faire une vidéo documentaire, nous autres. Notre voix va aller encore plus loin, puis on ne sera pas mis en danger devant un public de pairs, tu sais, du cégep. Donc là, c'est là que je me suis revirée de bord rapidement, puis que j'ai appelé Myriam, puis une chance que je la connaissais. J'étais comme, puis j'étais allée chercher une subvention, une extrémiste pour elle, pour dire, OK, on rentre en tournage, c'est parce que pas faire tomber, puis une session, ça va vite, hein, un trimestre de cégep. Donc, de dire, là, on a la création, donc là, 2 journées de tournage extérieur sur le bord de la rivière, ça, tu sais, ça a été... et là, les participantes, elles n'ont pas fait le tournage, elles ont annoté le montage, elles étaient les protagonistes du tournage, mais c'est pas elles qui ont comme les plans, elles ont donné des suggestions. Mais tu sais, Myriam était, OK, ça prend, elle avait un drone, tu sais, on a des plans aériens, on a des plans, donc c'est sûr qu'on n'aurait pas pu arriver à ça juste nous, là, si on n'avait pas eu elle. Donc là, il y a vraiment une réalisatrice professionnelle qui est venue capter et et faire le montage de l'œuvre, finalement. Donc ça, cette œuvre-là, elle a un beau rayonnement, puis le produit, c'est 25 minutes, puis c'est drôle. Les 2 durent à peu près le même temps, puis suivi d'une discussion, fait que ça fait comme 1 heure environ. C'est la pièce, ça dure pas 1 heure et demie, là. Ça dure 1h35, une demi-heure. Puis on a plein d'idées de nouvelles scènes qu'on voudrait faire. Cananiche, ce qu'elle a dit, ce projet-là pourrait être fait avec tout le monde parce qu'on pourrait rajouter plein de jeunes autochtones puis ils rajouteraient leur récit de vie dedans. Fait qu'on a juste à rajouter des scènes puis ça pourrait toujours continuer. Là, on voulait partir dans un théâtre d'ombre. Écoute, là, mais c'est ça. Puis là, aussi, les techniques théâtrales peuvent toutes être utilisées. Là, on a eu quand même la danse, il y a de l'ombre, il y a plusieurs choses qui ont été mises dedans, mais la marionnette aurait pu décider de se pointer le bout du nez parce qu'il y a le côté collage aussi. De tableaux, bricolage de tableaux qui est là. Donc, un peu comme les tisserandes, comme Robert a pu voir, on fait toutes sortes de numéros différents qui se tissent dans un tout, qu'on tente d'être cohérent. Les tisserandes, d'ailleurs, on a ces archétypes-là. Les 4 archétypes que j'ai présentés, on les a. On a une gardienne du sens, on a une guerrière des territoires. Ça reste dedans. Moi, je veux dire que je sais que c'était dans une démarche holistique, mais théâtrale, mais moi, mon ancrage n'est pas du tout théâtral, mais il y a des résonances beaucoup plus larges. Je suis sûre que tu n'en es pas surprise, là, mais je te le confirme dans ce cas de moi, de où est-ce que je suis, ça va stimuler des choses, ça résonne, ça vient jouer. Fait que la pertinence est bien au-delà de l'univers dans lequel tu l'as. C'est sûr que je dirais que c'est infini, là. Je suis comme, trop de... Mais je souhaite que ce modèle-là puisse contribuer à la didactique de l'art dramatique en amenant un nouveau modèle, parce qu'on en a peu dans ce champ-là. Mais oui, il y a des échos dans le champ, mais je tiens quand même à moi, c'était important de ne pas perdre de vue moi et quelle est comment dire, je ne vais pas dire ma mission de vie, mais je me définis comme ça, puis moi, donc, je voulais contribuer en priorité. Puis oui, c'est certain que même pour l'éducation relative à l'environnement, là, juste les thèmes abordés que j'ai nommés tout à l'heure, c'est ça, on pourrait partir juste par ça, puis s'en aller là-dedans. Comme tout est un chemin qui s'ouvre. Merci beaucoup, Patriciane, encore une fois, pour cette belle conférence. Je pense qu'on peut t'applaudir encore. Je vais vous envoyer le vidéo, vraiment. Là. Certainement. Puis on pourra le partager, en fait, sur le site du Central, sur la page de l'événement. Comme ça, les gens pourront y avoir accès. Excellent. Bien, merci beaucoup aussi à tout le monde qui s'est présenté ici, puis les gens qui étaient présents à distance. On se donne rendez-vous. Je l'ai noté ici, la prochaine conférence du cycle de conférences, c'est le 10 avril, donc dans 2 semaines, où on va accueillir, en fait, Jérôme Lafitte, qui va nous parler, en fait, des enjeux d'institutionnalisation d'éducation relative à l'environnement dans différents contextes à travers le monde. Voilà. Donc, c'est un rendez-vous. Merci. À la prochaine. Merci. À la fin.